Bonjour à tous pour cette nouvelle saison de Pixel. Donc cette année, on commence le podcast avec un problème technique parce que c'est la deuxième fois que je fais cette intro, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, on a deux invités, donc qui sont Pierre-François et Mathieu, qui ont du coup tous les deux une entreprise dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Optimus. C'est ok, c'est ça? Je me souviens bien. C'est ça, c'est bon. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu et puis on va pouvoir commencer sur les capsules. Ouais. Bon, je me lance du coup. Ouais, Je vais commencer par moi. Bonsoir à tous. Moi, c'est Pierre-François. Du coup, je suis formateur qui accompagne, pour la petite histoire, Hugo et Kevin en formation ici à iCode. J'ai lancé avec Mathieu, il y a un petit peu moins d'un an maintenant, la société Optimus, donc spécialisée dans l'intelligence artificielle. Voilà. Mathieu, je te laisse prendre la... Je prends la suite. Donc Mathieu, moi je suis donc le cofondateur et associé de Pierre-François sur la société Optimus AI qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et merci de nous recevoir. pas de souci. De toute façon, c'est ça. De toute façon, on était très contents de vous avoir parce que avec Pierre-François, de toute façon, on l'a eu en cours, on est habitué à avoir des discussions de podcast dans les cours justement. Et du coup, on s'était dit justement que c'était le bon moment pour justement t'inviter toi et inviter Mathieu parce que vous êtes associés. Et du coup, pour cette émission-là, les différentes capsules, donc on va parler d'Apple, parce que déjà il y a 4 utilisateurs d'Apple là déjà. Sur tout le côté justement haine d'Apple, aussi les gens qui sont un peu fanatiques d'Apple, et d'essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, parce que s'il y a ces biais-là, c'est qu'il y a forcément une raison. Le deuxième sujet, ça va être l'entrepreneuriat, parce que forcément, on a deux entrepreneurs là, on a deux bébés entrepreneurs ici. on peut essayer de... Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire, peut-être justement des conseils que vous pouvez donner aux gens qui veulent se lancer. Nous, avec notre expérience aussi, apporter quelque chose. Et le troisième sujet, qui sera sur Optimus, sur votre entreprise, qui fait de l'intelligence artificielle. Donc nous expliquer ce que vous faites et qui vous le faites, et puis comment. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal, je pense. Carrément. On va commencer du coup avec Apple, parce que ma petite histoire, on a eu des petits problèmes techniques, et du coup, techniquement, la capsule Apple, on l'a déjà commencé, sauf que les deux micros que avaient Pierre-François et Mathieu ont décidé de nous lâcher, et donc, on recommence. Heureusement, on s'en est rendu compte avant. En fait, on s'en est surtout rendu compte quand le stabilisateur, qui lui aussi n'avait plus de batterie, a commencé à faire des tours sur lui-même. Mais bon, c'est les aléas du podcast, on va dire. Là, au moins, on est sûr d'avoir du son. Ça, c'est déjà bien. C'est surtout ça. Donc, Apple. Pour la petite introduction, c'est quoi votre histoire un petit peu avec Apple? On va commencer avec Pierre-François qui... Ouais, carrément. Du coup, moi, pour ma petite histoire avec Apple, c'est j'ai commencé en étant un réfractaire d'Apple. Comme les trois là, enfin les deux là. Comme je pense beaucoup de personnes avant de passer le pas, on va dire. J'ai beaucoup utilisé l'écosystème Android, sur tout ce qui était téléphone portable, smartphone. Et ensuite, j'étais que sur du Windows pour le PC, donc notamment avec le cursus informatique à la fac. Et j'ai commencé à toucher, on va dire, mon premier appareil Apple à la fac. Ouais. On avait des salles dédiées du coup avec des MacBooks, des iMac même, pardon. Oui, c'était des iMac, quoi. Des iMac, ouais. Je me rappelle très bien de la salle. Voilà, la grande salle de trucs alignés Apple. Les 5 rangées, tu avais deux salles dans le bâtiment. Qu'ils ont enlevé d'ailleurs après. Mais non. Si. Maintenant, c'est des Linux qui a à la place. Ah. Je ne sais pas où sont les Macs. Voilà. Ils ont disparu, c'est des Linux. Mais je crois que c'est parce qu'en gros, ils renouvellent leur parc tous les 5 ans, quelque chose dans ce genre-là. Oui, et du coup... plus les Linux. et en plus, c'est terrible les ordi. C'est des vieux Dell Optilex, je sais pas quoi. Là. Intel Pentium. En vrai, oui. Tout simplement. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai pas trop compris le downgrade. Le downgrade de Windows. Tu passes d'iMac à des Dell Optilex. Bon. Ouais. Ça, c'est les aléas. Ouais. Mais donc, triste d'apprendre qu'il n'y a plus d'iMac. Une des seules choses bien qu'il y avait là-bas, c'était les iMac. Mais oui, donc du coup, j'ai commencé avec les iMac d'IC2. Ouais.
Et c'est là que j'ai commencé à prendre en main l'environnement. Et quand tu es un réfractaire, que tu commences à toucher le matos. Vite avec un bâton, tu y vas quoi. T'es pas là en train de dire je touche à quoi là, je vais mourir. Non, c'est que en fait, tu passes de je manipule un Windows depuis peut-être une bonne dizaine d'années, essentiellement pour du jeu. Ouais. Je commence à toucher, à utiliser ce même matos Windows parce que je suis à la fac et que j'essaie d'en avoir un usage un peu plus pro en fait. Ouais. Et que là, tu touches aux iMac, tu fais OK, là il y a une différence. Il y a un gap. Ouais. Il y a un gap qui est assez violent. Déjà, l'iMac ne crache pas. C'est vrai. C'est très vrai. Voilà, on va commencer tout simplement. De toute façon, on est dans le thème là, du crash. Donc voilà, autant continuer là-dessus. voilà, c'est ça. Ouais, tout simplement, l'iMac n'a jamais craché dans les usages. Pourtant, voilà, tu lances des programmes, tu codes en même temps, tu fais tes sujets de TP. Alors, oui, c'est pas non plus des trucs, tu vas pas envoyer des fusées sur Mars, hein, mais tu fais des trucs qui sont quand même assez gourmands. Et tu te dis, waouh, t'as pas de blue screen. Quand ça plante, c'est léger, tu vois. Tu t'es planté, t'as lancé Xcode au lieu de lancer un autre truc parce que tu fais pas gaffe, tu connais pas, tu vois. Pas grave. Mais voilà, t'es pas en proie en fait à des blue screens intempestifs, à avoir Windows qui gueule toutes les 5 minutes pour te dire est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Oh mince, j'ai craché. Oh, mise à jour. Faut t'envoyer un rapport. Je crois que une des seules fois où j'ai fait crash le Mac Mini pour des problèmes techniques, c'est quand j'ai voulu lui faire bouffer une IA, un modèle d'IA local qui analyse de la vidéo. Voilà. Et là, il a crash. Voilà, tu vois, mais sinon, Il t'a dit non. tu sais que vraiment, il s'est éteint, il s'est redémarré, et voilà. C'est tout. Il a dit tu arrêtes. Vraiment, il a fait je ne veux pas ce que tu me fais là, et tu vas pas le faire. C'est ça. Et donc voilà, en fait, finalement, t'en arrives, tu l'utilises dans ce domaine-là. Et moi, je voulais dev. Donc à l'époque, sur Windows, c'était pas forcément évident. Tu passes sur un Mac, tu vois, qui est en mode Unix. Déjà, T'es dans vachement un mieux. peu plus dev. Ouais. Donc, quand tu jongles entre Linux et Mac, en fait, bon, il y a juste le côté expérience utilisateur qui change un peu, mais sinon, après, dans le fond, c'est un peu pareil. Terminal Windows. Voilà. Ah, il y a du progrès quand même sur la Windows 11, mais c'est l'enfer quand même. Et voilà, donc en tout cas, de mon expérience, c'est arrivé de là. C'est-à-dire que je suis passé de réfractaire, j'ai testé les produits, j'ai commencé à comprendre un petit peu tout ce que je pouvais faire avec, toutes les ennuis que je ne pouvais pas avoir avec, entre autres. Et ça se ressent autant dans l'expérience qu'au niveau du portefeuille. Hein, clairement. Eh ben oui. C'est sûr. C'est sûr que quand tu dois acheter ton Mac, enfin ton PC Windows tous les 2 à 3 ans parce que il suit plus les perfs, ce que tu veux en faire, etc. Ouais. Tu gardes ton Mac 10 ans, c'est bon, il est rentable. C'est ça. Du coup, Mathieu, pour toi, parce que... Ouais, voilà, petite histoire. Seconde record. Désolé. Non, On l'a déjà entendu, mais on va être tout aussi intéressés. T'inquiète pas. C'est vraiment. Donc moi, l'histoire, elle commence un peu plus jeune. Parce que mon frère, qui a une dizaine d'années de plus que moi, bossait dans un reseller, enfin un revendeur. J'ai pas utilisé le mot resell parce qu'en français, c'est pas le bon terme. Un revendeur Apple, comme on en connaît. C'est ça, comme on en connaît. Voilà, et du coup, a intégré pas mal de produits Apple dans la maison, finalement, via les parents, avec un iPhone, un Mac, etc. Ouais. Donc, premier produit Apple, moi, à l'époque, j'ai jamais été trop gaming d'ailleurs, plutôt console, en fait, plutôt que PC, donc jamais eu trop Windows. Et puis, MacBook Unibody, là, les tout blancs, bien épais, bien plastiques, mais qui était quand même pas mal quali déjà à l'époque, qui tournait pas mal, mais qui était, je crois que c'était du dual core à l'époque, et moi, avec 4 Go de RAM. Ça date. Ouais. Ça, la techno évolue. Ouais. Voilà, et puis après, utilisation un peu de Windows quand même, parce que l'école, tout ça. Et arrivé en fac d'info, là, besoin d'un matos un peu plus costaud. Et donc, MacBook Pro, grosse config, i7, 6 Go de RAM, etc. Les plus grosses configs qu'on pouvait faire à l'époque. Et ça a tourné donc de 2013 à 2024. Et voilà, il tourne toujours aujourd'hui. J'ai la durée de vie du truc. Ouais, c'est ça. Et puis, tant que de combat, le truc. Ouais, c'est clair. Et puis aujourd'hui, même en termes de perf, le truc solide, quoi. Il tient encore il tient encore largement la route, quoi. Enfin, je veux dire, un i7, aujourd'hui, un i7, 16 Go de RAM, n'importe quel PC qu'il a aujourd'hui, même en dernière perf, le tient, quoi. Enfin, je veux dire, c'est largement suffisant. Quand tu vois que la plupart des PC aujourd'hui, même chez Windows, c'est du i5. Ils sont pas bien. Hein. Il y a très peu de i5, tu vois, de i7. Donc, hyper content. Et puis après, l'iPhone, arrivé de l'iPhone, moi, premier iPhone, des iPhone 7 Plus.
et aujourd'hui toute la gamme jusqu'à aujourd'hui 16 Pro. Et voilà, aujourd'hui on a tout. Avec PF aujourd'hui dans la boîte, on est full Apple, full Mac. Jusqu'à la mort. Ouais, en fait, c'est l'interconnexion, quoi. Enfin, je veux dire, on a plein de cas d'usage quotidien. Pour l'iPhone, moi j'ai un iPad, toi aussi d'ailleurs. Donc iPhone, AirDrop, iPad, les appels sur tous les appareils. Là, on est on se dire en boîte là. Nous, hormis à passer sur une Google Suite pour les mails, parce que c'est un peu galère pour les noms de domaine et tout. Et encore que aujourd'hui, si tu veux gérer ton nom de domaine par Apple, tu peux le faire. Je sais pas ce que ça vaut, mais bref. Nous aujourd'hui, nos appels c'est FaceTime. Les conves, c'est message. Quand on a fait au début pour le build de la boîte, c'était Freeform. Aujourd'hui, là, tous les trucs qu'on fait, c'est Numbers, machin. Tout à l'heure, on était ensemble au bureau, tu as besoin de share un doc, AirDrop direct quand ça marche. Alors ça voulait pas marcher, je sais pas. Ouais, c'est comme ça. Jamais eu de problème, moi. ouais, je sais pas. Enfin bref, mais ouais, en fait, l'écosystème Apple, une fois que tu es dedans et que tu as tout, t'as pas envie d'en sortir. Et c'est facile parce que c'est bien pensé. Windows, ce que je trouve qui est compliqué, moi, c'est que tu as 20 000 fabricants de smartphones, de tablettes, de trucs d'ordi. Qui ont tous leurs drivers, codés des fois avec le cul. C'est ça. Ouais, tu as leur driver, tu as leur version machin. Si tu veux connecter tes apps, il faut que tu aies des apps qui soient à peu près logiques. Tu vois. Alors heureusement, maintenant, avec le SaaS, tu as masse d'outils que tu peux avoir sur ton téléphone, synchro et tout ça, mais tu n'as pas la synchro de l'univers Apple, qui est certes fermé. C'est-à-dire que si tu veux partager un Numbers avec quelqu'un qui est sur Windows, il faut faire un export, un Excel, machin. C'est relou. Tu ne pourras pas l'utiliser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est relou. Mais hormis ça, si tu as un environnement Mac... Mac... Google Suite pour... Ouais, ou sinon, après, ils sont tous sur Windows double, donc ça permet de partager les docs et de travailler sur le même doc en même temps. Mais... Ouais, c'est clair. Mais si tu n'avais pas ces solutions-là, aujourd'hui, le Mac, c'est le seul univers où tu peux tout faire, tout partager dans un univers commun. Et même en termes de pricing, moi, je trouve que ça va. À la fois, c'est rentable sur le temps, parce que tu n'achètes pas un Mac tous les 10 ans. Si tu achètes un Mac tous les 10 ans, justement. Tu n'achètes pas un Mac tous les 3 ans. Pas tous les ans, c'est ça. Par contre, l'avantage, c'est que tu as tous les outils de productivité. Alors, c'est sûr, pour faire du gaming, on oublie. Mais Windows, si tu veux une suite, machin, alors Open, tu as LibreOffice, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est un truc encore. Tu as les deux, en fait. Ouais, tu as les deux. LibreOffice et OpenOffice. Ouais, OpenOffice, ouais. Mais c'est vrai que si tu veux un truc, il te faut les versions Office 365 de chez Microsoft. Il faut acheter. Il faut que tu rachètes, machin, en licensing et tout. Apple, c'est tout embarqué. Tu n'as jamais besoin de racheter quelque chose. C'est ça. Ça, c'est clairement... Tu peux faire de la musique, tu as GarageBand. Tu peux faire du montage. Tu as Final Cut, mais... non, tu as iMovie. Tu as iMovie, voilà. Et même, c'est vrai qu'ils ont leurs outils qui sont hyper performants. Aujourd'hui, quand tu vois le prix d'une suite Adobe et que les mecs te disent sur Mac, tu achètes Final Cut et c'est en gros... je dis pas que Final Cut et machin, je suis pas monteur vidéo et je sais que sinon dans les commentaires, ça, on le connaît. Mais aujourd'hui, un mec qui achète un Mac et qui veut faire du montage un peu poussé, il a Final Cut, il a pas besoin d'acheter une suite Adobe avec. Et l'avantage, c'est que c'est full Apple, produit par Apple pour Apple. Là, c'est ça. Et donc optimisé pour tous les Mac et ça marche bien. Ouais, clairement. C'est ça que les autres constructeurs n'ont pas, c'est un hardware fixe. Ouais. Tous les autres se doivent faire avec ce qu'il y a de dispo et puis ils se débrouillent, quoi. Genre ils font leur c'est ça le gros problème, et ça se ressent aussi au niveau des téléphones, notamment. Ouais, je pense que c'est le truc qui se ressent le plus. Ouais, c'est le cas que je présentais, c'est pas lié au téléphone, mais je pense que vous avez peut-être connu le gros bug que Windows avait connu. Ils avaient lancé, je sais plus, c'était pas Windows 8, non? Si. Il y a un Windows qui s'est lancé, ils ont lancé une mage et il y a eu un nombre incalculable de personnes qui ont été infectées, que c'était devenu chaotique. Hein. C'est pour ça que tu as eu le Windows 8, c'était très court. Ils ont fait 8.1. Voilà, exactement. Parce que du coup, il fallait oublier Windows 8. C'est ça, Windows 8 n'a jamais existé. Mais voilà, tout simplement pour dire que moi, c'est souvent l'image que j'ai, c'est de me dire, voilà, Windows, ils sortent assez facilement les évolutions en fait, de leur OS. Et souvent, c'est, on le balance, on voit ce que ça donne, ça marche, on est heureux, ça marche pas. Tu balances ton MVP en prod et t'attends les bugs. Alors que chez Windows, la liste des requêtes, elle est comme ça. C'est ça, alors que sur l'écosystème d'Apple, on le voit très bien, quand il y a une nouvelle version de l'OS qui sort, elle est présentée globalement aux environs du mois de juin, à la WWDC, en partie. On voit tout ce qui va arriver, puis après ça rentre dans une grande phase de test où il y a des gens qui s'inscrivent, qui testent, qui poussent un peu le machin et qui voient un petit peu ce que ça peut donner en fait sur le temps. Et ça sort en fin d'année pour la rentrée.
Et là, généralement, il y a très très peu de problèmes. J'ai jamais eu un. T'as très très peu de problèmes. Ça arrive des fois qu'il y ait Ça arrive quand même. problèmes, Moi, je sais que quand Monterey est arrivé, j'étais encore sous mon i5. J'ai un peu pleuré parce que je me suis dit ouais, vous l'avez sorti pour vous, moi je suis encore sur Intel. Je suis pas sûr que la démarche se passe bien. Il tire un peu la gueule, le mien. J'ai eu très très peur de le lancer. Bon, heureusement pour moi, ça s'est bien passé après, mais après j'ai upgradé. Mais voilà, c'est de me dire que, c'est de se dire plutôt que quand on est dans l'écosystème d'Apple, généralement, on a très peu. Enfin, ça peut arriver, le risque zéro n'existe pas, mais le cas de figure, il est peu probable. Tu bidouilles pas ton Mac pour résoudre les problèmes déjà. Tu le rebootes et il marche bien. Le nombre de fois où je suis du bidouiller le Windows, là c'est quelque chose. Voilà. Mais ouais. Après, moi il y avait justement pour revenir sur le truc de pourquoi autant de personnes détestent Apple. Je pense aussi parce que il y a il se traîne une sale réputation depuis avant en fait. Il y a eu le moment où, pour nous, en tant que techos, on a eu le passage où il y a eu les puces M1 et depuis, c'est formidable. Mais du coup, il y a aussi eu toute la période avant où, en tout cas, moi, de mon point de vue, justement, où j'aimais pas trop Apple, je trouvais que c'était cher pour ce que c'était, où il y avait ce truc ils vendaient un service, ils vendaient un design, c'était ultra quali, mais le problème, c'est que du coup, tu peux pas le donner. Si tu n'achètes pas le produit, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas savoir entre guillemets à côté de quoi tu passes. Et donc du coup, les gens voyaient juste ce qui était flagrant, le prix. Et donc du coup, forcément, les gens se sont arrêtés sur cette idée-là que un Mac, c'est gadget, c'est pas fait pour tout le monde. Alors que en vrai, un Mac en tout cas aujourd'hui. Tu peux t'en servir comme pour le travail et pour le loisir et ça va te tenir ultra longtemps et pour un prix qui est toujours pas non plus trop délirant quoi. C'est que c'est quand même gros pour des foyers modestes. C'est-à-dire t'achètes ça pour tes études, t'as pas les moyens. Oui, je comprends. Par contre, mais du coup tu vois par exemple là où ils ont fait un peu fort aussi, c'est avec le Mac Mini, tu vois. Mais c'est un Mac chez toi. Ouais, c'est pas portable. Mais c'est pas portable. Tu peux le transporter. Ah, nous, on le transporte. Par contre, faut l'écran et j'ai vu des trucs, il y a des gars, ils sont avec leur écran portable, une batterie externe, mais genre où tu peux brancher un secteur. Et du coup, le truc, ils sont avec leur multiprise et tout, et ils s'installent, je te jure, ils s'installent dans des open space, des trucs comme ça, et puis ils sont là avec leur Mac Mini. Bon, faut pousser, mais c'est possible. Moi, je pensais à un truc, c'est quand vous avez parlé de version, tu vois. Moi, un truc qui m'a fait, je pense qu'il y a eu un peu les deux camps, c'est que les mecs qui étaient pro Apple aimaient bien parce que tout le monde avait la même version. C'est-à-dire que peu importe, t'achetais un Mac, il n'y avait pas 50 000 versions. Tu vois, Windows, je prends Windows 7, là, ou même la Windows 11, là, t'as les pros, les familles, les machins, les écoles, en fonction des applications. Si t'as une application, là, je prends l'exemple de Teams, parce que c'est le truc qui vient. Si t'as Teams ou Outlook, en fonction si t'as une licence Office Pro, ou école, ou perso, c'est pas la même app. Et je pense que ça, sur Apple, les gens ont kiffé, parce que t'avais une version, tout le monde avait la même version, les mêmes outils, t'avais le même Mac avec la même version, peu importe que tu aies un MacBook et un MacBook Pro, machin. L'iPhone, pareil, tout le monde a le même OS. Et du coup, c'était hyper pratique, en fait. Du coup, c'était hyper simple. Tu changeais de produit, tu n'étais pas perdu. C'était pas galère. Et simple à maintenir pour Apple. Simple à maintenir, ouais. C'est pour ça que tu n'avais pas de bug, en fait, aussi. Parce que c'était hyper simple à maintenir. Alors que Windows, vas-y, tu voulais un 17 pouces, un machin, un truc, ça avait 15 000 versions. Les prix, tu comprenais même pas pourquoi il y avait des Lenovo à 200 balles et tes trucs, t'avais des LG qui étaient à 800 balles alors que tu avais les mêmes pervenants. Enfin, les mecs, parfois, tu disais, mais pourquoi quoi. Et c'est vrai que je pense que chez Windows, alors à la fois, il y avait ce truc-là de se dire, ouais, c'est accessible, etc. Et c'était ce qui a été ouvert au plus grand monde aussi. Ça, faut se le dire, les mecs qui voulaient passer sur Apple, c'est des mecs qui avaient envie de passer sur Apple aussi, quand même. Tu vois. Il y a toujours ce truc, quand même, quoi, de se dire. T'as l'impression quand même de passer à côté de quelque chose, mais tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais. Que tu comprends pas pourquoi tout le monde est hype par le truc, pourquoi tout le monde en achète, pourquoi tout le monde en a. Et en fait, t'es en mode, c'est un effet de mode. Et après, t'es en mode, c'est bizarre quand même, parce que les gens sont contents quand même. Ouais, c'est clair. Donc, c'est ce truc-là où t'as l'impression de passer à côté de quelque chose. Et c'est là où Apple, ils ont été ultra forts, c'est sur le marketing, ils sont incroyables. Ils ont réussi à quand même scinder la population vraiment en deux, même au sein d'Apple, tu vois. T'avais les mecs, c'était les pros, tu sais, les designers, les architectes, qui avaient vraiment un usage pro du Mac, tu vois.
Et t'avais des mecs à côté qui achetaient des Macs en se disant c'est cool, j'ai un Mac. T'as eu aussi ça. Et je pense que l'effet hater, tu vois, ou fanatique, il est arrivé par là. Les mecs qui arrivaient en école de co, c'est le cliché, mais t'arrives en école de co, tu sors un MacBook Air 11 pouces ou 13 pouces, là, histoire de dire j'ai un Mac. C'est ça. Mec, voilà. Tout le monde te détestait. C'est ça. Tout le monde te détestait. Les mecs voyaient même encore galérer. le cas. Tu vois, c'était ouf. Alors qu'après, ça s'est démocratisé parce que c'est vrai que les écoles de co aussi sont démocratisées aussi dans leur parcours en devenant un peu plus tech, c'est-à-dire plus pratique. Un peu plus de ressources. Voilà. Et donc du coup, là, le Mac a eu un intérêt, tu vois. Windows n'avait pas d'intérêt. En fait, avant, Windows, c'était pour la famille. Windows, c'était simple à utiliser. Tu n'allais pas acheter un Mac à l'époque où tu avais besoin d'un Windows 7 pour aller checker tes mails sur Orange. Tu vois. Après, dans tous les cas, je pense pas que c'était forcément la cible d'Apple au début. Non, clairement, ils ont été sur les pros et sur les agences et sur comme ça. Et c'est comme ça, je trouve que si ils ont réussi sur un marketing premium, tu vois. Mais du coup, maintenant, ils sont en train de changer un peu de voie. C'est que maintenant, ils ont leur gamme pro, elle est bien établie, etc. Pour moi, juste l'arrivée d'un Mac Mini, c'est déjà une preuve on veut essayer de s'installer un peu plus dans les foyers, on veut essayer d'aller chercher un peu une clientèle qu'on n'avait pas avant. La première preuve, pour moi, c'était l'iPad. L'iPad et l'iPad Air. C'était le truc de dire je te donne un environnement Apple accessible sur lequel tu peux jouer, t'amuser, etc. En gros, c'est devient un grand téléphone, tu vois. Ça va comme un PC. Encore, quand même, là, c'est encore poussé pro, je pense. Parce que tu regardes le Tap to Pay d'Apple sur l'iPhone quand ça arrivait. Moi, j'ai testé parce que j'avais je pouvais tester parce que j'avais un truc juridique avec ce même machin. C'est génial. Et après, ils l'ont décliné sur Tap to Cash qui est que dispo aux États-Unis. Je sais pas si ça va arriver en France, où tu peux faire des virements entre amis sans avoir le compte du mec, sans avoir son numéro de téléphone, juste en tapant sur son téléphone. Ouais, c'est incroyable. Et ça, je trouve ça incroyable. Ils essaient d'installer de plus en plus en fait chez les gens. Alors qu'avant, potentiellement, justement, comme tu dis, ils visaient beaucoup les pros. Ouais, c'est clair. Mais ils ont réussi à créer un truc, tu vois, Apple Pay, etc. Tu vois, on en parlait, mais ils arrivent à faire mal à beaucoup d'industries en même temps. Tu vois, ils ont fait sur la musique, ils ont tapé énormément, tu vois, avec GarageBand et tout. Les montres. Ouais, les montres. Apple c'est le premier vendeur de montres au monde. Leur collab avec Hermès. C'est Hermès, je crois. Ouais, c'est Hermès. Incroyable. Ouais, je la trouve, elle est vraiment belle, je trouve. Ouais, alors qu'en plus, tu vois, en soi, je veux dire, c'est une Apple Watch. Tu vois. Ah ouais, alors que c'est une Apple Watch. Alors que tu la payes 3 fois le prix, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, tu la payes 3000 balles. Ouais, c'est ça. Mais elle est incroyable. Ouais, ils ont réussi à créer ce truc-là. Et tu vois, tu parlais de Tap to Pay et tout, tu vois, ils vont faire mal aussi à l'environnement bancaire, tu vois. Les mecs aujourd'hui qui s'installent, tes petits commerçants et tout. Flemme de prendre un TPE avec la commission à chaque fois vénère de ton béquet. Là, t'as pas besoin. Plus la location de ton TPE, tu prends ton iPhone. Ouais, tu prends ton iPhone, ça marche. SumUp ont déjà fait un peu le truc en disant voilà, ils ont cassé un peu les codes, mais là l'iPhone arrive en plus, tu vois. Là, ce sera natif en fait, c'est ça le truc. C'est que tu auras sur ton téléphone. Et puis, t'as pas besoin d'installer l'application, c'est dans ton téléphone. Ouais, c'est clair. Non, mais ils ont été les premiers à arriver sur le paiement. Tu vois, Apple Pay, c'est arrivé aujourd'hui. C'était les leaders, ils ont été partout, ils avaient des partenaires partout. Toutes les banques étaient open. T'avais Google Pay, c'était chiant, quoi. Google Pay, c'était arrivé hyper tard. Samsung Pay, je sais pas trop où c'est arrivé ultra tard et le fonctionnement de Google Pay par rapport à Apple Pay, c'est moins sécurisé que. Apple Pay, ce qui est fou, c'est en local en fait. T'as une puce dans ton iPhone qui stocke. Parce que je crois qu'il y a des banques, Google Pay. En gros, il y a des banques qui ne sont pas acceptées par Google Pay parce que c'est pas assez sécurisé. Alors que Apple, ils ont la puce. Apple, ça a été les premiers à arriver là-dessus. Ils ont galéré, ils ont perdu des contrats. Je crois au début, c'était avec la BNP. Les accords, ils sont revenus et tout. Mais maintenant, c'est vrai que c'est hyper safe. Et je sais pas, aujourd'hui, c'est devenu commun en fait. Tu vois, tu remontes il y a 3-4 ans, tu vois, même payer avec sa watch. C'était fou, tu vois, les mecs étaient en train de dire mais attends, le mec il a pas sorti une carte, il a sorti quoi, il a payé que ça montre quoi. Aujourd'hui c'est devenu random, tout le monde paye avec Apple Pay. Tout le monde paye avec. Mais là, tu vois, là on est dans un secteur jeune avec le CFA, etc. Mais tu sors au kebab du coin, il y a personne qui prend l'espèce, personne qui sort sa carte. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait la carte bleue à l'heure actuelle, elle est juste nécessaire pour être en premier usage pour la rentrer dans l'iPhone et après tu la sors plus du tout. C'est ça. Elle est au cas où il n'y a plus de batterie sur l'iPhone et c'est tout. Ouais, voilà. Et au-delà de ça, c'est le fait de l'avoir enregistré. Donc oui, tu as le côté, moi plus d'une fois, je sors de chez moi, j'oublie mon portefeuille. Trop content d'avoir mon iPhone. Pas grave, mon iPhone. Tu te dis, mince, je peux pas payer. Ah mais si, c'est bon. Tu vois, il y a ce côté hyper pratique. Et puis au-delà de tout ça, c'est de dire, c'est intégré dans l'écosystème. Tu fais tes achats en ligne, tu choisis Apple Pay. T'as même pas besoin de rentrer ta carte, taper tes numéros. Enfin, encore dans certains cas et encore. Dans certains cas, tu dois le faire. J'ai pris iCloud là par exemple. J'ai step up mon abonnement iCloud. Ouais. J'ai eu ma validation de banque comme truc, c'est tout. Oui. Il y a rien d'autre. Voilà. Puis même juste pour mettre ta carte sur Apple Pay, moi j'ai juste
Tuk NFC. Point. Ouais, voilà. Ah, putain. Ah, j'ai jamais Moi, fait. je l'ai fait. Ça marche super bien. Je savais même pas que tu pouvais le faire. Tu vois, c'est ce genre d'innovation en fait. Moi, en tout cas, qui fait que j'aime beaucoup la marque en fait d'Apple, c'est qu'ils amènent souvent des choses, tu vois. Alors après, on pourrait rentrer, tu vois, sur d'autres usages où là, je me dirais, par exemple, si on parlait de Vision Pro, je trouve que c'est une super avancée technologique sur tout ce qui est de bureau virtuel, c'est ce qu'ils voulaient lancer. C'est juste que voilà, c'est le premier qu'ils ont lancé, c'est un proto en fait énorme, accessible au public. Je le vois un peu comme ça parce qu'il est extrêmement cher et qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de devs qui le boudent, ce Vision Pro. Il y a très peu d'applications dessus. Leur argument. C'est pas rentable pour des devs, le Vision Pro. T'as très peu d'utilisateurs. Il y a des cas d'usage qui font que tu pourrais en faire quelque chose, mais t'as pas assez d'utilisateurs. En fait, le Vision Pro, ça a été un problème parce qu'ils en ont fait un espèce de produit grand public. Ouais, mais en disant, sauf qu'à 3000 balles, les mecs n'étaient pas chauds, quoi, parce qu'il n'y avait pas le côté MacBook, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça. Et je pense qu'il y a eu un truc d'Apple aussi, c'est qu'ils ont voulu être un peu les premiers à lancer ça, parce que derrière, il y avait MetaQuest qui est sorti et tout. Et à la fois, il a floppé, à la fois, il a prouvé que Meta avait tort dans son usage. Et qu'en gros, la VR, comme on l'a connue, il y a même je ne sais même pas depuis quand ça date, la VR, avec les premiers VR, comment c'était Q-Rift, non les HTC Vive, ouais. Ouais, et même les c'était les Q-Vive. VR, quelque je sais pas quoi, là. Ouais, je sais plus, enfin, tu pouvais jouer à des jeux vidéo, là. C'était fait que pour ça, d'ailleurs, en VR. Je sais plus, bref. Trop vieux. Ouais, trop vieux, bref. Mais ouais, je pense qu'ils ont voulu être les premiers en disant, voilà ce qu'on peut faire avec... parce que je pense qu'en accessibilité, ils sont quand même bons, le design est bon. Tu vois, ils ont été bons sur plein de trucs. Ouais. Juste, à un moment, ils ne sont pas arrivés sur la bonne cible. Et du coup, par contre, ils ont prouvé à Meta, par exemple, que le Vision Pro, intégré dans l'environnement Apple, etc., il a un intérêt à l'inverse du MetaQuest. Ouais, et c'est là où ils ont réussi à prouver qu'ils ont fait le meilleur produit. Après, derrière, tu as quand même Meta qui a ressorti ses lunettes. Tu vois, le Vision Pro, c'est ça. Tu as les lunettes, c'est à peine épais. Ouais, c'est clair. Bah après, de toute façon, ça va être une guerre technique contre tout ça. Ce qui est intéressant aussi, tu vois, sur Apple, c'est qu'ils sont en guerre avec tout le monde. Avec Samsung, avec tous les produits chinois. Le pire, c'est qu'ils gardent une part de marché énorme. Mais parce qu'ils arrivent à innover. Et comme ils ont cette espèce de fanbase, en fait, ça marche vachement, tu vois. Il y a un moment, ils étaient avec l'Apple Car, techniquement. Ouais, bon, ça. Les voitures. Pour le proto, ils l'ont dégagé, je crois. Ouais, je pense que Musk a mis un peu un coup de poignard à la véhicule autonome dans les boîtes de tech. Mais en tout cas, ils avaient vraiment cette volonté, j'ai l'impression, de vouloir aller partout. Ouais, mais je pense aller chercher même les voitures. Je pense qu'ils ont bien fait de pas y aller, parce que là, les haters se seraient lâchés. Et même la communauté Apple aura dit, les mecs. Ouais, c'est ça. Et puis, voiture, c'est un peu bullshit, quoi. Là, avec tous les constructeurs chinois qui arrivent, il y a Xiaomi qui fait ses voitures. Et elles, pour le coup, elles sont vraiment pas mal, je crois. Je sais pas si vous avez vu quand même le crash test de la Xiaomi sur circuit qui avait plus de frein au bout de ligne droite. Alors ça, j'ai pas vu par contre. Mais en tout cas, je crois que c'est troisième test avant la mise en vente entre guillemets grand public. Ah ouais, en plus, ça c'est bonne pub. Et c'est presse, le mec il se crache. Alors je vais pas dire de conneries, mais à une vitesse à 3 chiffres, genre dans les 150. Et le mec la voiture a juste déconnecté en fait. Il y avait plus de batterie. Non, c'est l'OS. Notre caméra de tout à l'heure, mais. Non, mais on en parlait, tu vois, l'OS qui crash, plus de frein, plus de remote, plus rien. Le mec il arrive, il a tapé le mur. Je sais pas s'il est pas mort. Il faudrait vérifier votre truc, mais je sais pas s'il est pas mort. Et ça fait mal, quoi. Tu sors ça comme caisse, tu fais ton premier crash, tu butes un mec, ça donne pas trop envie de l'acheter. C'est sûr que ta voiture, bizarrement... Véhicule autonome, assure. Voilà. En fait, après, c'est sûr que ça dépend aussi de qui ça vient. Ouais, Xiaomi, t'es un peu moins serein, quoi. Ouais, mais je pense qu'après, c'est le problème. Apple a réussi ce que les autres marques n'ont pas réussi, c'est-à-dire avoir un positionnement premium. Parce que quand tu pars du bas de gamme, c'est très très dur de cranter Xiaomi quand tu voyais les PC et tout à l'époque. C'est très dur de vouloir cranter aujourd'hui à un niveau d'un iPhone ou d'un Mac. Tu vois. Je dis pas qu'ils s'en sont pas capables. Tu vois. C'est la plupart des marques chinoises. Ils partent sur du bas de gamme. Ils essayent de step up. Mais... Ouais, on en voit. Samsung, c'est un peu ça aussi. C'est que, Samsung, c'est quand même différent. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que leur premium se fait un peu bouffer par le fait qu'ils vendent de la merde, entre guillemets. Et donc, du coup, l'image de marque est moins bonne, quoi. Samsung, ils ont tenté des innovations, tu vois. Ils ont tenté de faire du Apple chez eux, tu vois. Genre les écrans Fold, tu vois, typiquement. Il y a des gens qui ont adoré. Après, à voir comment ça vieillit, mais quand tu vois rien que tu vas à la Fnac ou je sais pas où, tu ouvres un Fold, tu vois la rainure au milieu, tu vois que c'est bombé.
s'est dit, ouais, les gars, C'est en partie pour ça qu'Apple n'a pas sorti le sien. Ouais. Parce qu'il y a des brevets. Il y a des brevets, il y a des trucs qui disent que. Mais je suis pas sûr. je pense que si un jour ils doivent le sortir, ils le sortiront genre justement sans ces défauts-là. Tu vois. Niveau design, c'est pas du Apple, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as encore l'encoche, enfin la Dynamic Island sur les iPhones. C'est que ça existe chez la concurrence, chez Android. Un écran au-dessus de la caméra. Ouais. Sauf qu'en fait, quand tu regardes vraiment, tu vois la trace de la caméra où tu as des pixels qui sont différents et tu vois la trace et tu sais qu'il y a une caméra. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'ils font pas. Ouais, et puis franchement, alors c'est pas pour critiquer Android ou quoi, tous les mecs qui font, mais ça te sert à quoi d'avoir moins d'1 cm² d'écran en plus sur la taille de nos iPhones aujourd'hui, enfin de nos téléphones en général. Mais surtout que là encore, avec Dynamic Island, ils ont réussi à transformer l'encoche qui est pas ouf à la base en quelque chose d'un petit peu bien. Enfin, ça donne des infos, c'est smooth, c'est design, quoi. C'est surtout que pour le côté un petit peu rigolo aussi de cette affaire-là, c'est que quand Dynamic Island est arrivé, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et qui ont commencé à jeter des pierres. Ouais. Oh là là, ça y est, ils réitèrent sur le notch, mais en moins bien. C'est toujours pas parti. Et ce qui est drôle dans ce tournant-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tournent sans Android qui se sont amusés à la reproduire après. C'est là que tu te dis, quand même, c'est quand même fou. C'est qu'il y a des gens qui sont sous Android qui détestent probablement la marque d'Apple, mais qui vont quand même jusqu'à les reproduire. Les nouveautés de l'OS, exactement la notch. C'est ça. Quand l'iPhone 10 est arrivé, tout le monde gueulait. Oh là là, l'encoche, c'est quoi ce délire de retirer une parcelle d'écran pour rendre un truc quasiment moins fun à utiliser, moins accessible et tout. Ok, sans déconner, quelques mois après, chez Huawei, Huawei débarque, une encoche. Voilà. La petite caméra en haut à droite, sur la face avant, bien visible. Enfin, c'est assez fun quand même de voir que on boude, on crie, puis après ça débarque. C'est pour ça que du coup, c'est un peu difficile du coup d'expliquer un peu le pourquoi les gens aiment pas, alors que pourtant, quand ça arrive sur leur plateforme à eux, là ils sont en mode c'est bien quand même. Et t'as le parfait exemple avec Windows 11, j'y pensais. Regardez le design de votre Windows 11 pour ceux qui ont Windows 11. Ouais. Le dock en bas, là. Ouais. Vous croyez qu'il vient d'où en fait? Il n'a pas été inventé de nulle part. Quand ils sont arrivés, ils ont centré le truc. J'étais en mode, attends, ça me dit un truc ça. Mais c'est fou quand même ce truc. Non, mais, et avec, en plus, quand tu regardes bien, Windows 11, il a apporté énormément de tech que Mac avait. Les Space, donc tu vas pouvoir scinder ton écran, etc. Même si Apple, il n'était pas le seul à le faire, mais ils ont repris exactement ça. Le logo Windows, qui ressemble maintenant vachement à un logo Finder quand même, dans la disposition, etc. Enfin, je veux dire, ils se sont dit, l'UX du Mac, si les gens adorent le Mac, c'est qu'il y a une raison. Donc même, je veux dire, voilà, toujours copier, jamais égaler. Dans le sens, de toute façon, Apple sont propriétaires de tout. Et c'est ça, à l'inverse. S'ils doivent déposer un brevet, ils vont le déposer. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ce qui leur est reproché, c'est que c'est trop fermé. Ouais. Et moi, je peux le comprendre, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu arrives dans une boîte, je prends l'exemple d'une boîte, tu vois, parce que quand tu es étudiant, tu as peut-être moins ce besoin-là d'échanger des trucs, mais tu es dans une boîte où tous les mecs ont des Windows, tu te pointes avec un Mac, t'es solo, hein. Tu te dis, qu'est-ce que je fous, quoi. Et à l'inverse, un mec qui se pointe avec un Windows, il est pareil, il est bloqué. Ouais. Il a pas toutes les ouvertures, tu vois. Pareil, moi, alors, c'est pas de l'époque, mais un mec, à l'avant, quand t'avais un Samsung, t'aimais bien pouvoir envoyer de la musique ou je sais pas quoi en Bluetooth. Ouais. Les mecs d'iPhone, tu pouvais pas. Oui, tu pouvais jamais rien recevoir d'un Mac ou envoyer un mec d'un iPhone parce que le Bluetooth, c'était Bluetooth propriétaire, iPhone. Ouais. Il fallait avoir AirDrop, tu vois. Et c'est vrai que c'était horrible. Et moi, je comprends du coup qu'il y ait des gens qui se sont dit, ouais, c'est bon, vivre dans un environnement fermé, les gens en avaient un peu marre, tu vois. Ouais. Et maintenant, les haters sont plus forcément dans l'environnement fermé parce qu'ils l'ont aussi un peu avec leur Windows. Maintenant, ils sont plus sur un mode, ouais, mais j'en ai marre de filer mes données à une seule et même grosse boîte. C'est un peu bullshit parce qu'en fait, je préfère la filer limite à Apple qui, je sais à peu près ce qu'il va en faire que la filer à des boîtes chinoises, je sais pas où, les machins, et qu'ils soient 20 000 à avoir ma donnée plutôt qu'une. C'est ça. Via leur acte, ils montrent aussi un peu ils essaient, en tout cas, d'en avoir un peu quelque chose à foutre des données des gens. Ouais. C'est en partie à cause d'eux, je crois qu'il y a eu que genre Facebook a râlé à un moment parce que Apple bloquait des pubs ou des trucs comme ça qui venaient de Facebook, plein de trucs comme ça. C'est vrai que au moins, tu es sur Apple, peut-être que tu files tes données à qu'une seule personne, mais au moins, elles ne sont pas à toute la terre entière, quoi. C'est ça, c'est là où ils ont été forts. C'est que là où on est hyper connecté, on se connecte partout, on balance de la data à droite à gauche. Des fois, on ne fait pas gaffe. Hein.
Moi, je veux dire, je peux bien avoir créé mon compte Facebook, j'ai pas lu. Gigatext. Personne n'a lu. Personne l'a lu. Il y a des psychopathes qui ont lu. Et bah, là, c'est là où Apple a été fort, c'est que quand ils ont commencé à dire ouais, mais nous, en fait, on fait attention à vos données. On met un point d'honneur là-dessus, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et tout. Le Apple Privacy, bah, là, franchement, ils ont mis un gros coup, notamment, tu l'as bien dit pour Facebook, parce que Facebook, c'était premier à aller en disant ouais, on n'a plus nos trackers sur ceux qui utilisent nos produits chez Apple. Mince alors. Mince, on gagne plus de sous. Bah voilà, ça c'est aussi une preuve de confiance, une marque de confiance que Apple fait. C'est-à-dire, venez chez nous. Oui, ok, on coûte un peu cher, mais on a une super expérience utilisateur et en plus on fait attention à vos données. Je veux dire, quand tu fais ça, moi maintenant que je suis bien ancré, zéro moment que je dis non, j'achète les prochains. Voilà. Bon, j'ai pas trop bougé, hein. J'ai des modèles qui font que là je peux encore tenir la route sans avoir à changer la maintenant, mais voilà, je me dis au moins je sais que il y a un cas de conscience, on va dire, entre autres, qui se disent que bon bah ok, maintenant je sais que quand je suis dans mon iPhone, je peux voir un peu mon activité en ligne, entre autres, et je peux borner un petit peu tout ça. Tu vas sur une application, on me demande en fait maintenant c'est une obligation, toute app que tu sois sur Android ou sur iOS fait que si pour tout ce qui est le suivi de ta localisation, on te pose la question, mais je crois que de mémoire Apple était un petit peu les premiers à arriver là-dessus. Bah, et puis même tu regardes sur le Mac, dès que tu installes une app qui n'est pas dans le secteur certifié Apple, il te demande bien si tu veux être sûr et que tu fasses l'action. Place-le dans la corbeille parce qu'on sait pas d'où ça vient. Ah non, tu veux quand même, il faut que tu aies dans tes paramètres. T'as quand même, te dis voilà, tu veux quand même l'installer, pas de problème, va dans les paramètres, on t'explique la démarche. Tu vas sur Android. Moi, c'est le côté qui faisait qu'au début j'avais beaucoup de mal avec Apple, c'est que Android c'était une porte ouverte. Tu fais ce que tu veux. Mais voilà. Mais du coup, tu vois, tu fais ce que tu veux, par contre tu sais pas ce que tu récupères. Tout simplement. Je pense qu'on a bien parlé d'Apple. Je pense que c'est clair. Je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire que il y a eu pas mal de ressentiments justement avant et que les gens sont beaucoup restés sur ça et que justement au fur et à mesure du temps, soit la concurrence a fait pareil, soit Apple s'est amélioré pour essayer de proposer des choses. Ils sont pas encore parfaits surtout, comme n'importe quelle boîte. Mais après, il y a eu l'humain en fait. Ouais. Je vais faire une petite transition avec qui passe des. Voilà, c'est ça. Non, c'est qu'il y a l'humain, c'est-à-dire qu'il y a l'entrepreneur derrière qui a aussi eu lieu. Il y a eu pas mal de biographies qui ont été faites sur Steve Jobs, sur Bill Gates et tout. Et Steve Jobs a une image très dure, très le mec parce qu'il n'a pas filé un rond à ses enfants, machin, enfin très carré, très borné, très dur. Et les mecs sont en mode mais attends, c'est un barjot, ce mec, c'est un dictateur. Alors que l'inverse, t'as Bill Gates, le philanthrope, qui a une fondation Bill et Melinda Gates et qui sauve des enfants d'Afrique. C'est très, je sais, machin, c'est très, on va dire comment, pas forcément reflète la réalité, on va dire, mais il y a ça, et je pense que l'humain a fait beaucoup en fait. Il y a des gens qui ont identifié vachement vite à Bill Gates. Donc du coup, du coup l'entrepreneur a juste détesté Steve Jobs. Ouais, c'est ça. Et du coup, les mecs qui ont détesté Steve Jobs, en fait, ont détesté Apple derrière, tu vois. Et du coup, l'entrepreneur qui fait aujourd'hui son projet, il a intérêt à avoir une image qui est propre, parce que c'est ce qui peut, que sa boîte ou pas, elle marche. Après, s'il peut être aussi très marqué, enfin voilà, il peut être très, je sais pas comment dire, mais voilà, il peut faire la différence entre soit les gens l'aiment, soit les gens l'aiment pas, quoi. Voilà. C'est vrai que là, sur ce coup-là, je pense que ça a aussi beaucoup joué, plus de tout le reste. C'est vrai que Steve Jobs, je crois que si tu demandes dans la rue, c'est soit. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le tiennent dans leur cœur. Quoi. Ouais, c'est le problème. Ouais. Et fan d'Apple. Pas fan d'Apple, mais bon, nous. De toute façon, les fans d'Apple, on a tous un cadre avec une photo de Steve Jobs au-dessus de notre lit. Bon, voilà, on a tous une biographie de Steve Jobs qu'on connaît pas. Et bien sûr, il y a la biographie quand même. Ok, bah du coup, justement, on fait une super passe D. J'ai dit que c'était bien de terminer là-dessus. On va passer à la partie entrepreneuriat. Du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quoi, du coup, Mathieu, ta première expérience que tu as eue avec l'entrepreneuriat, justement? Première expérience entrepreneuriale. Alors, ce qui m'a donné le goût... Alors, on va faire deux choses. Ce qui m'a donné le goût de devenir entrepreneur, c'est en école de commerce à l'IPAC, moi où j'étais, avec Bachelor Factory. On faisait, entre première et deuxième année, les Factory Games. Où en fait, c'est pendant une semaine, une boîte qui vient te voir et qui vous dit j'ai envie que vous bossiez sur un projet. L'idée, c'est ça. Alors, je vous donne le premier projet sur lequel j'ai bossé, c'était la station de ski Tignes. Qui était venu nous voir en disant les gars, on voudrait développer les activités d'été. Proposez-nous un projet. Et en gros, c'est un mélange entre première et deuxième année.
des groupes de 4-5, et vous avez une semaine pour build un projet. Ok. De A à Z, mais tu peux faire ce que tu veux, en fait, du marketing, etc. Une fois que tu as ça, donc tu crées ton équipe, machin. En plus, c'est des équipes qui sont tirées au sort, donc tu sais même pas à qui t'es. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est avec des gens que tu connais même pas, donc tu es obligé Créer de des créer liens des liens, etc. Savoir les rôles de chacun. Mm. Et donc tu fais ça, et une fois que tu l'as passé dans ton école, après tu passes au national. Donc là, tu vas en déplacement avec tes profs. Voilà. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Et à la fin, tu peux remporter un prix, etc. Et donc la première année, moi, je passe en national. Mais voilà, on sent plus en finale. Et la deuxième année, pareil, je repars en finale. Et là, on finit troisième ou deuxième sur ça. Et là, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Tu vois. Et c'est ce qui a fait ça. Et après, les expériences pro, j'ai rencontré les bonnes personnes, des gens qui étaient déjà entrepreneurs ou qui avaient envie d'entreprendre, ont entrepris avec moi, qui m'ont donné ce goût-là, qui ont commencé à créer les premiers projets. Et donc, du coup, très vite, c'est venu. Et en troisième année, moi je crée ma première boîte en troisième année de bachelor avec un gars qui était en deuxième année avec qui je m'entendais vachement bien, et on décide de créer une boîte qui s'appelle UPE, une pensée d'entrepreneur. Et l'objectif c'était de un peu prêcher la bonne parole, de se dire vous pouvez entreprendre tant que vous êtes jeune, parce qu'il y a plein de choses à faire et c'est maintenant que vous pouvez tester. Donc en fait c'est ça ma première expérience entrepreneuriale. Et après moi je termine mon bachelor, alternance. Je sors de mon alternance, je me dis je veux faire quelque chose je veux pas faire autre chose. Et donc je crée ma deuxième boîte, Digitalisez-vous, auto-entreprise qui permet à des entreprises de passer au cap du digital, entre guillemets. Donc ça marche pas mal pendant 1 an. Et puis et finalement, 1 an après, moi j'avais un de mes clients avec qui je posais pas mal, qui me dit en fait moi je veux aller plus loin maintenant sur le service informatique. Du coup je deviens salarié dans cette boîte-là. Et en fait, pour l'histoire, moi je suis le 4e salarié ou 5e salarié à rentrer. Et on construit tout. Je construis tout de A à Z dans la boîte. En termes d'informatique, tu vois. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait déjà une base. Et après, on augmente tout. Et on passe de 7 à là, dernièrement, je sais plus, on était 30aine de salariés. À gérer des plus gros projets, des machins avec des prestats, etc. Et du coup, quand tu fais partie d'un comité de direction, quand tu fais partie de ça, d'une entreprise, ça te donne envie. Voilà, et après, la suite, on a parlé un peu plus après, mais voilà, avec Pierre-François, on se rencontre à un bon moment. Moi, c'était aussi le moment où je devais tourner un peu la page de mon ancienne expérience parce que j'avais fait un peu le tour et que c'était le bon moment. Tout le monde était en accord pour sortir, entre guillemets. Et puis, moi, c'était 1 an après t'avoir rencontré. Et j'envoie un message à Pierre, je dis, écoute, j'ai une possibilité de quitter ma boîte, viens. Je vais sortir. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un truc. Et voilà, on vous en racontera un peu plus, parce qu'on a des anecdotes sur la création de la boîte. On a des bonnes anecdotes, mais voilà mes aventures entrepreneuriales. Donc voilà. C'est ultra intéressant parce que le côté justement où c'est l'école qui genre une sorte de compétition qui a été organisée, je trouve ça incroyable. Parce que nous, à notre échelle, on a fait par exemple les Startup Weekend au Mans. C'est, comparé à ce que tu as fait toi, c'est tout petit. Hein. C'est, et pourtant, et pourtant, c'est déjà une petite expérience. C'est un premier pas à faire. Ouais, Startup Weekend, c'est intéressant parce que tu as 50 et quelques heures pour créer un projet de A à Z. C'est hyper inspirant aussi, tu vois. C'est différent. Je pense qu'il y a plein d'échelles qui permettent de rentrer dans le milieu entrepreneur. Après, je pense aussi, on parlait dans la voiture avec Pierre-François Renan, je pense que il y a des gens qui sont propices à devenir entrepreneurs. À partir du moment où tu as un peu un profil de curieux et que tu aimes bien toucher à tout par toi-même, tu vois. Je pense que déjà, ça aide pas mal. Tu vois, genre, j'adore la tech. Genre, j'adore faire un projet, etc. Mais en fait, le problème, c'est que j'aime aussi les autres choses. Et du coup, en fait, je peux pas faire que de la tech parce que sinon, je passe à côté de quelque chose. Et donc, du coup, c'est vrai que tu as ce côté-là où tu peux pas te limiter à quelque chose de chose. Et je sais pas, là, dans mes projets court terme, c'est plutôt justement d'essayer de focus un peu sur l'entrepreneuriat, etc. Et pourtant, je sais très bien que ce que je vais faire pendant, je sais pas, les prochaines années, potentiellement 6 ans après avoir fait ça, je serais en train de faire littéralement autre chose. Parce que en fait, j'ai trop ce truc-là de curiosité, de vouloir, d'aimer déjà plein de choses et de vouloir faire d'autres trucs, quoi. Et c'est vrai que quand on a des portes d'entrée comme ça, comme le Startup Weekend, comme ce que tu as eu dans ton école, c'est des trucs qui créent des personnalités, quoi. C'est vraiment, En fait, ça déclenche ta personnalité entrepreneuriale. C'est le truc qui va le déclencher. Il y a des gens, je pense, qui pourraient être des super entrepreneurs, tu vois, et qui malheureusement n'ont jamais l'occasion, tu vois,
par plein de raisons. voir qu'en fait ça pourrait leur plaire. De déclencher ça en fait, tu vois. Et inversement, t'en as d'autres qui essayent de se lancer. Ouais, les gars, moi je suis le prochain Elon Musk. Non, mais qui essayent de se lancer, mais qui n'ont pas du tout l'état d'esprit d'un entrepreneur ou c'est clair. et qui est le salarié. On a un long discours là-dessus avec Pierre-François. On en a parlé. Ça, c'est voilà, je vous dis, les trajets en voiture, là, 1 heure pour venir. c'est pas pour commencer, hein, mais c'est des podcasts. Faut enregistrer tout le temps. En fait, faut valider avec des micros H24 sur vous. Je vous jure qu'à la fin, ça peut faire un concept de malade. Ouais, on peut faire un concept de malade. C'est clair. C'est clair. Donc voilà un peu, mais ouais, je pense qu'il faut pouvoir le développer. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont propices à ça. Ouais. Et ça se développe de plus en plus, donc c'est bien. Maintenant, il faut faire attention, comme tu dis. Tout le monde ne peut pas. Enfin, beaucoup de gens peuvent devenir entrepreneurs. Je ne vais pas dire tout le monde parce que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Et si tout le monde l'était, ça se saurait. Parce qu'il y aurait 0 salarié. Tout le monde. C'est ça. Clairement, oui. Voilà, après, il y a des bons entrepreneurs. Il y a des gens qui sont un peu moins bons. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs dans des domaines qui ne devraient pas être les leurs. Parce qu'ils font peut-être ça un peu plus par, on va dire, envie d'aller, je sais pas, reconnaissance, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est pour ça il y a un peu un truc qui se crée. Il y a des gens maintenant qui pensent aussi qu'on va tendre de plus en plus vers des personnes qui vont vouloir entreprendre. Et donc du coup, on va se retrouver avec, genre, par exemple, une masse de freelance parce que justement, en tout cas, je trouve avec notre génération, on a ce truc-là quand même de moins vouloir déjà rester au même endroit, rester à faire la même chose et rester avec les mêmes personnes. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, c'est vrai que tu as ce truc-là, en fait, genre, à terme, c'est pas bon pour les entreprises, hein, parce qu'en fait, tu peux pas garder ton équipe plus de 3 ans sans qu'il y ait un changement, quelqu'un qui part. Parfois. Et du coup, en fait, à la fin, ce qui potentiellement le modèle qui pourra rester et qui sera le meilleur pour les boîtes, ça sera à la limite que tout le monde soit en freelance, quoi. Mais après, forcément, il y a toujours ce truc-là de tout le monde n'est pas fait pour ça. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et du coup, moi, pour ma part, ce qui est assez rigolo, c'est que le côté entrepreneur, je n'aurais jamais pensé l'avoir eu comme ça. Ah ouais. J'étais plutôt du genre à me dire, vraiment au tout début, c'était de me dire, je vais essayer de choper un job, un bon poste, et de quoi avoir de pouvoir subvenir en fait au quotidien, sans connaître de crise, on va dire. Être tranquille et voilà, être tranquille. Me dire, mon petit monde va bien, tout va bien. C'est bon. Puis j'ai toujours très mal vécu en fait le côté de l'éducation nationale. Tu vois, d'avoir tes profs qui viennent te bousculer tous les 4 matins parce que à 3 jours de la fermeture d'admission post-bac, t'as mis 0 vœux. Parce que tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin, c'est bête à dire, mais tu vois, je pense que c'est pas évident pour des gens de se dire qu'il faut décider ton avenir à partir de ta 3e année de collège, enfin d'être en 3e ou au niveau du bac. Enfin, moi, j'étais très très longtemps paumé. Moi, j'ai très moins ça parce que du coup, j'ai fait le cursus normal jusqu'au collège. Après, j'ai fait un CAP et un bac pro. Donc, ça n'a rien à voir avec la mentalité que tu as dans un lycée général, lycée technique. Et dans le lycée général, tu as ce truc-là où ils te poussent, même des fois, même dès la seconde, vers une seule chose. Moi, par exemple, et basé que sur les résultats scolaires, du coup. C'est ça. Moi, par exemple, j'avais eu ce truc-là de à la début seconde, enfin toute mon année de seconde, en gros, où je sais pas, les cours, ça me faisait pas trop kiffer, et du coup, j'ai un peu relâché. Et du coup, à la fin de la seconde, on m'a dit, c'est peut-être mieux que tu continues pas en voie générale, va en voie technologique, tu vois. J'étais en mode, ok. C'est bizarre quand même, parce que je sais pas ce que je veux faire. Il n'y a rien dans mes résultats qui vous oriente vers quelque chose, et pourtant vous me dites d'aller vers quelque chose qui est censé me spécialiser. C'est quand même bizarre. Du coup, j'ai suivi le truc quand même, parce que en fait, c'était une voie technologique, donc ST2D, il y avait du dev. Donc, ça m'allait, entre guillemets, qui me propose ça. Parce que c'est vrai que si j'avais dû faire la voie générale, par exemple, je me serais retrouvé avec potentiellement des cours je serais allé, mais parce qu'il fallait y être, quoi. Voilà. Au moins, là, j'ai fait un peu de tech. Mais c'est vrai que la démarche derrière le lycée, c'était pas de me dire t'as envie de faire ça, va là-bas. C'était vraiment juste, faut caser. Ouais, faut se poser quelque part.
pour réussir à rentrer dans une case, entre autres. C'est ça, en gros. Et moi, ça m'a beaucoup posé de problème. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la fac, du coup, je choisis informatique, parce que dans ma famille, tout le monde touchait à l'informatique. Ouais. On s'est dit, bon, bah écoute, on Que va des Pareil. on va perpétuer la tradition. Je vais aller dans l'informatique. Sans plus, hein. J'étais en mode, ça m'intéresse, mais sans plus, tu vois. Et en fait, j'y ai pris goût, Ouais. même si la fac m'en a dégoûté assez vite, malheureusement, Moi aussi, hein. parce que j'étais pas câblé sur le le fonctionnement de la fac, clairement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le fonctionnement. Voilà. J'en suis un exemple. Hein. J'ai rentré à la fac en septembre, j'en suis ressorti en décembre. Fin d'histoire. Rapide là. T'as mis ta tête, t'as fait Moi j'ai quand même attendu une année. J'ai C'est fait décembre. 3 mois. EPF et il a survécu. Et 3 ans. ouais, Mais ouais, lui. Moi, il j'ai voulait, hein. repiqué, hein, j'ai repiqué pour l'avoir quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est que là, tu vois, tu te dis, ok, il y a un domaine qui me passionne, mais les cours ne se branchent pas sur cette passion-là. Et tu te dis, bah, après, tu vois, il y avait quand même le projet de fin d'année, c'est cool, tu te mets en groupe avec des gars de ta classe, on pose sur un sujet qui est un petit peu imposé, mais tu as la liberté de choisir un petit peu comment tu veux fonctionner pour créer le projet, quoi. Enfin, le produit à la fin. Et de là, en fait, je me suis dit, bon, bah, moi j'ai envie de créer. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais le dev, mais pas juste pour faire joujou et faire une appli pour déconner comme ça. J'avais vraiment envie de me dire, moi, ce qui me motive, c'est de créer un produit qui puisse servir aux autres, enfin, qui puisse me servir, mais qui puisse aussi servir à plein de personnes, tu vois. Ouais. C'est pas juste centré sur ma personne, il y a un aspect d'ouverture, en fait, Ouais, si oui. tu veux. Partage le limite. Voilà, c'est ça. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi sur la question, c'est que pour moi, le côté entrepreneur, tu le débloques, on va dire, à ce niveau-là. C'est que quand tu commences à casser cette cloison qui t'entoure, qui te dit, ok, je fais les trucs pour moi, et que tu commences à dire, je fais les trucs, ça va m'aider, mais ça va surtout aider le plus grand nombre, enfin une grande partie. Là, je pense que tu as débloqué un truc qui te dit que oui, t'es fait pour, tu peux être fait pour entreprendre, quoi. Ouais. C'est pareil. Hein. Ce trajet en voiture est fou. Je vous le dis, c'est incroyable. Parce que le sujet là dont on parle, on en a parlé pendant au moins une demi-heure dans la voiture. Prends la régie, on va se faire un enjeulement là. C'est bon. Je pense que la voiture c'est un bon concept. Néanmoins, le revenir là-dessus, c'est intéressant, c'est qu'on en a parlé. Alors, attention, faut prendre avec des pincettes ce que je veux dire, mais il y a la différence entre les freelances et l'entrepreneur. Ouais. Dans le sens, alors oui, le freelance est entrepreneur parce qu'il entreprend une quête, etc. Bref. C'est pas les mêmes responsabilités. C'est pas la même vision. Aussi. En fait, on s'est rendu compte de ça parce que donc, nous, on est dans un coworking aujourd'hui. Ouais. Et on est entouré de 90% de freelance. Et quand on discute avec eux, pour ceux qu'on peut rencontrer, nous on est en société, on a une vision assez long terme qu'on vous expliquera après, et qu'on leur parle un peu de notre projet, de l'objectif de la boîte, etc. On est un peu en déphasage avec eux. Le freelance, alors Pierre-François était freelance, donc il pourra me corriger si je raconte la bêtise. Évidemment, et j'ai rien contre les freelances. Mettez-vous en freelance, je pense que c'est un très bon début pour devenir entrepreneur. C'est juste qu'il faut faire attention à cette espèce de boîte de verre dans laquelle tu rentres quand tu es freelance, de te dire je suis freelance, donc je fais ce que je veux, je suis à mon compte, je gère mes clients, et en gros, vu que je suis tout seul et que j'ai pas beaucoup de charges, etc., j'ai pas besoin forcément de gagner beaucoup d'argent pour bien gagner ma vie. Ça dépend après de là encore une fois où ce que tu fais, etc. Mais oui, ok. Voilà. La différence avec un entrepreneur, c'est que la vision, elle est pas du tout la même. Nous, on a une vision long terme, on a une vision d'envie d'avoir un impact, de changer. Oui, évidemment, tous les entrepreneurs ont envie de changer le monde. Nous, on a envie un peu de changer ça, d'avoir un impact sur la société, sur les sociétés. Et vraiment, dans notre quotidien, ce qui leitmotiv, c'est on veut avoir un impact concret sur le monde. Voilà, sur la France aujourd'hui principalement, sur les sociétés. Et ça, il y a beaucoup de freelances qui ne l'ont pas. Et c'est ce qu'on disait avec Pierre-François, quand il y a des freelances qui l'ont, ce que Pierre-François a eu, et quand moi je l'ai rencontré, c'est ce qui nous a fait matcher. Parce que moi, j'avais cette vision de me dire, si demain je monte un projet, je ne veux pas juste monter un projet pour un an et je ne sais pas quoi faire. Je veux un truc long terme, je veux un truc où dans 10 ans, potentiellement, c'est encore debout. Ou si on peut staffer avec des équipes de 20, 30, 50, 100 personnes, etc., bah, allons-y. Mais c'est ça la vision que j'ai, et PF était dans cette vision-là. Donc il faut faire attention quand tu es freelance de pas t'enfermer dans cette vision-là et de toujours garder une vision un peu long terme, un peu idéaliste, entre guillemets, du monde que tu veux faire changer, pour garder ce côté entrepreneur. Parce que, évidemment, seul, on peut aller vite, mais à deux, tu peux aller plus loin. Et si tu arrives à garder ce côté entrepreneur quand tu es freelance, tu potentiellement peux tomber sur des bons associés, des gens qui vont venir compléter ton profil et t'emmener là où toi, tu te voyais dans 10 ans et te dire, ah ouais, maintenant, je vais pouvoir y aller parce qu'en fait, j'ai toutes les cartes en main. Tu vois. Ce qui est compliqué quand tu es freelance au début. Et il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans cette petite zone de confort, de se dire, j'ai mes clients, je facture ce que je n'ai pas besoin de plus. Je vais faire ma vie.
Après, ça peut correspondre à des gens. Et tant mieux si ça vous correspond. Faut pas aller dans des trucs non plus vous forcer à faire des devenir choses parce que les autres le entrepreneur. font. Voilà, c'est ça. Parce Mais, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un peu pourri ça aussi, quoi. Ouais. Parce que je suis assez d'accord sur. De toute façon, on en parlait là, c'est que un entrepreneur, il a quand même un peu l'aspect social. Il fait les choses pour avoir un impact et en général un impact sur les gens. Et c'est vrai que le freelance, il commence à micro. Le seul impact, il a son impact sur lui. Et ok, il va faire des missions, etc. Mais il le fait pas pour les autres. Il le fait parce que il veut pas avoir de patron au-dessus. Il veut pas. Il veut être à son compte. Il veut avoir ses clients. Il veut. Tu vois, c'est quelque chose de très entre guillemets égoïste, mais qui a du coup rien à voir avec la vision entrepreneur. C'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire quand tu me dis un freelance, c'est pas forcément un entrepreneur. Techniquement, il l'est, mais pas dans la vision que tu as à la fin. On parle beaucoup de mindset, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut faire attention par ça. Mindset, ça veut tout rien dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une vision. Le mindset, alors qu'il vient des States, mais que nous, on doit développer en France, parce qu'on ne l'a pas assez. Il y a plein de choses qui viennent des États-Unis qui sont bonnes à prendre. Pas tout, mais beaucoup de choses. Notamment, on le voit, le mentorat. Ouais. Le mentorat, aujourd'hui en France, c'est peu connu. Il y a très peu de gens. Très peu connu. Ça commence à se faire. Nous, moi, je suis mentor pour des jeunes. J'accompagne des jeunes entrepreneurs gratuitement, tu vois, hauteur de 1 heure, 2 heures par mois. Et c'est impressionnant parce que du coup, tu peux voir des gens qui ont des visions différentes des tiennes, que tu peux leur apporter de l'expérience, etc. Oui. Et je pense que le mentorat, ça permet à beaucoup aussi de freelance ou des gens qui veulent se lancer de passer le cap, mais aussi de développer une vision entrepreneuriale, parce que justement, ton mentor, potentiellement, le mentor, alors quiconque ne peut pas être mentor, aujourd'hui, les boîtes sélectionnent quand même des profils, mais ça te permet d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner et qui a une vision entrepreneur. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai que tu n'as quasiment aucun profil mentor en France. Non. Enfin, c'est très peu existant. Ouais, ça commence à se développer. Ouais. Ce qui se rapproche le plus, c'est les boîtes de conseil qui vont te vendre des services à pas ils ont un intérêt. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et le mentorat, en fait, c'est ça. Tu as le mentorat payant et le mentorat gratuit aujourd'hui. Bien sûr. Et le mentorat gratuit, aujourd'hui, commence à se faire un peu connaître. Et aux États-Unis, il explose qui existent pour ça, je crois, qui met en relation des gens, etc. Ouais, alors moi, je ne fais pas de pub parce que bon, voilà, c'est un truc, c'est Mouvji, c'est ce qui est M2OVJE, et c'est accompagné par l'État qui fait un jeune. Ouais, je vois. Un jeune de solution. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Ça doit être ça, oui, non. Voilà, c'est dans ce programme-là et c'est hyper intéressant, quoi. Et j'encourage moi les gens qui sont entrepreneurs, qui sont mentors, qui veulent en tout cas donner un peu de temps à des gens qui veulent les aider à avoir une vision, etc., ou développer, etc., cette vision-là, de faire du mentorat. C'est hyper riche, ça ne demande pas beaucoup de temps. Enfin, quand tu es entrepreneur, tu peux trouver du temps, 1 heure par mois. Caler du temps, ça se trouve, il faut arrêter de Elon dire... Musk, tu peux gérer ton emploi du temps. Ouais, c'est ça. Non, les gars, j'ai visio, je peux pas. Ouais. C'est un peu ça. Et c'est hyper important en tout cas le mentorat. Je pense que j'encourage moi les entrepreneurs en tout cas à le faire et à tous ceux qui veulent être mentorés à être mentorés parce que c'est incroyable parce que le mentorat tu l'as à tout niveau en fait. Tu as toujours des entrepreneurs au-dessus de toi. C'est pas parce que on a une boîte qui fait de l'IA machin et qu'on a un peu de parcours entre guillemets qu'on est légitime à accompagner tout le monde. Tu vois. Et au contraire, moi je serais hyper content demain d'avoir un mec qui fait une immense boîte ou je sais pas quoi, qui a une vision qu'on partage. Ce qui est important, c'est la vision, c'est la valeur que tu partages. Et je serais hyper content d'avoir un mentor qui m'accompagne, tu vois, parce que tu peux toujours apprendre. Et puis tu gagnes tellement, je pense. Enfin, c'est clair, tu gagnes tellement, mais dans les deux sens. Incroyable, quoi. Dans les deux sens. Tu gagnes tout le temps. T'en ressors grand à chaque fois, quoi. Tu grandis en fait de tout ce que tu peux apprendre de tout ça. Parce que je rebondis un peu sur cette histoire-là, parce que c'est vrai que moi qui ai mon parcours freelance, tu vois. Que quand je me suis lancé en freelance, je coche toutes les cases que tu viens de citer. C'était je veux pas avoir de patron parce que je suis sorti d'une expérience pro qui s'est très mal finie. Donc forcément, tu vois, déjà ça creuse un peu. En plus, c'était l'ère où tu avais beaucoup d'influenceurs qui disaient non mais fais ça, tu vas voir, tu vas gagner X par mois, machin. Donc, c'est toujours le cas, honnêtement. On peut les citer, ils sont passés juste de 10 000 à 100 000. Voilà, c'est ça, c'est le chiffre qui a augmenté. et là, tu vois, tu te dis ok, je me plaisais dans la situation. Tu vas me dire ah ouais, je bosse comme je veux, je m'organise comme je veux, je facture tant, ça me convient, je tourne un peu en rond. Puis il y a des moments où tu te poses, tu vois, et là tu te dis quand tu prends le temps de te poser un petit peu, de te dire ok, là je suis comme ça à l'heure actuelle,
est-ce que je me vois encore comme ça dans X années? Exactement pareil que comme si tu es salarié, tu vois. Quand tu te poses dans ta boîte, tu commences à un poste et tu te dis, ok, là j'ai fait un petit peu le temps de mon poste, qu'est-ce que je me vois encore faire X années là-dedans, tu vois. Quand tu as ce genre de processus de questionnement, là, tu te dis, ok, il y a peut-être un sujet. Et donc, forcément, là, moi je suis arrivé à là, tu vois, de me dire, ok, je suis content de faire du freelance, je suis content de faire un petit peu de formation par-ci par-là, je suis content de faire du dev pour des clients et tout, mais moi dans mon estime en fait, je me dis, j'ai ce petit impact de, ok, je t'ai aidé, c'est cool. Oui. Ok, mais ça va pas plus loin. Oui, Et donc forcément, moi j'ai envie de créer un peu plus, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec Mathieu, quand on s'est rencontrés au Digital Village, le coworking où on est actuellement, mais on s'est rencontrés, il n'y avait pas encore de bureau, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien, à part une terrasse. On s'est rencontrés, il m'a proposé une mission. Donc vraiment, on a vraiment commencé notre relation de prestataire-client. Moi j'étais salarié, j'avais besoin d'un dev sur un sujet bien précis. Et EPF venait de lancer son... Moi je me pointais en mode, je suis en train de créer ma micro. J'ai besoin de clients, s'il te plaît. C'est ça. Moi je me suis pointé à cet afterwork en mode, j'ai envoyé mon formulaire. L'URSSAF va me dire, peut-être dans 48 heures c'est bon, tu peux commencer. Je me dis, il faut que je trouve du client. Tu vois, c'est le moment où tu... En plus, avec l'URSSAF, ils sont cool, c'est que du moment où tu fais le formulaire, tu peux commencer. Tu peux commencer en disant que tu es en cours d'immatriculation. Ça a pas mal aidé et tout, quoi. Et donc là, tu vois, je commence à faire mes missions, je suis content, je fais rentrer mon premier CA et tout, je peux me payer, ça fait des choses, je suis heureux. Et c'est là où après, avec Mathieu, à force de travailler ensemble, on s'est rendu compte que ça rejoint complètement qui disait que tout seul tu peux aller plus vite, mais à plusieurs tu peux aller plus loin. C'est qu'on s'est retrouvés en synchro en fait sur pas mal de sujets. Moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Je voulais pas me limiter que d'aider un client par-ci, un client par-là. Je voulais me dire, je proposais un truc qui puisse en aider plusieurs. Mathieu était aussi sur cette idée-là, et c'est que j'avais jamais osé passer le pas de dire, ok, j'arrête le freelance et j'essaie de monter une société, d'aller un peu plus loin. J'avais trop peur d'y aller solo. Tu vois, de me dire, j'y connais pas grand-chose. J'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. Enfin, là, solo, j'y vais. Dans 48 heures, je suis plus là. Ouais, c'est ça. On fait comment on fait comment, les strates administratives, tout ça, je vais mourir sous la paperasse. Et donc, quand Mathieu il m'a proposé un déjeuner en me disant, voilà, là, il y a une opportunité pour partir, tout le monde est d'accord, je veux monter une boîte et je veux que ça soit avec toi, est-ce que tu es OK? Là, franchement, mon cerveau, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pendant 2 secondes en mode... Tu sais, c'est un peu comme quand dans Matrix, t'as les 2 pilules. T'es là, je fais quoi maintenant? Tu fais le bon choix. Là. Tu fais le bon choix. Et là, franchement, sur ce moment-là, je me suis dit, j'ai fait OK. J'ai clairement les jetons. En premier degré, j'ai les jetons de la proposition, parce que je me dis, il y a moyen de vivre un truc hyper cool, de peut-être cocher tout ce que j'ai envie de tester et de me dire, ok, c'est bon, je le fais. Mais d'un côté, j'ai vraiment trop peur, parce que si ça marche pas, tu vois, il y a tout ce côté un peu frein. Vraiment dans la merde. Voilà. En fait, j'ai sauté pas. De toute façon, il faut que tu arrives à faire la balance. De toute façon, oui. Déjà, le premier pas à faire quand tu veux te dire, vas-y, je me lance, c'est de passer en micro. Ouais. C'est déjà un premier pas, parce que du coup, tu n'as plus salaire fixe. Ça, c'est clairement un truc. C'est le truc qui pousse au cul. Le levier argent qui fait peur déjà, tu vois. Ouais, déjà, ça c'est le premier levier aujourd'hui qui fait flipper tout le monde. Et après, le deuxième levier en société, après, c'est de dire, est-ce que j'y vais surtout avec quelqu'un potentiellement que tu connais même pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est même mieux. D'ailleurs, c'est un petit conseil associé à vous, avec des gens avec qui vous partagez une valeur commune et une vision, plutôt qu'avec vos meilleurs potes. Alors, vous pouvez vous associer avec vos meilleurs potes, mais souvent, ça termine un peu pas forcément très bien. Ça dépend des fois, quoi. Mais souvent, j'ai l'impression que souvent, c'est un peu ça. C'est moins sain, souvent dans les relations. On va savoir pourquoi c'est comme ça. Mais oui, c'est clair que... c'est surtout que quand tu te rends compte dans le cadre professionnel, tu sais déjà comment le mec il travaille. C'est ça. Tu sais jamais forcément comment ton meilleur pote tu vas réagir en moment de crise. Demain, je sais pas, vous avez un trou dans la trésor, il faut réagir. Ça doit être ton meilleur pote, il y a un moment, vous êtes associés. Quoi. Oui, voilà. Il faut y aller. Faut trouver des solutions. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est important. Moi, j'ai une question pour vous. C'est aujourd'hui, là, vous êtes un peu dans le parcours entrepreneurial, entre guillemets, si on peut dire comme ça. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est top. Et aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce que vous avez appris, là? Depuis combien de temps ça fait déjà? Alors, attends. Je pense qu'il te faut un petit contexte quand même. Parce que, en gros, avec Hugo, on s'est rencontrés en webco. Première année. Donc, première année de concepteur. Ça va bientôt faire 3 ans. Ouais, bientôt 3 ans. Et on était en classe, on suivait les cours, etc. Mais on va dire qu'on avançait un peu plus vite que potentiellement les autres sur certains trucs. Et du coup, il y avait des moments où on s'embêtait. On était à côté, et donc du coup... Même dans les cours de Pierre-François. Non, pas les cours de Pierre-François, ça va. On l'a pas eu au début. Donc, moi, je sais qu'en 2e année. Ouais, voilà. En 2e année, c'était bon.
Et du coup, vu qu'on était à côté, on discutait, etc. Et puis, au bout d'un moment, on a fait viens, on ouvre une agence de com. Voilà. Pour les mecs qui sont dans la tech, ouvrir une agence de com, c'est bon. Bah, du coup, en fait, nous, c'était une agence de com, et du coup, on prenait les services. Alors, en gros, c'est une agence de com et qui se basait sur des outils d'IA. Okay. Parce que on était dans le boom ChatGPT, etc. Et Ouais. c'était le début encore. Des trucs incroyables. GPT-3.5. J'ai commencé à bidouiller un truc où j'avais bon, en plus, on travaillait dessus ensemble. On avait un truc qui faisait des prompts avec ChatGPT et qui pour pour mid-journée en gros, pour générer des images. Parce qu'en fait, je me rappelle. Voilà, personne ne savait générer de belles images avec mid-journée. Et donc du coup, nous on a fait un peu notre truc où on l'a entraîné sur tous les... Je crois un dataset de 20 000 prompts. Ouais, voilà. En gros, on a scrappé 20 000 prompts sur d'où le scrapping qui vient là. On a scrappé 20 000 prompts sur le site de mid-journée. On l'a foutu on a fait une sorte d'entraînement entre guillemets. On l'a fourni à ChatGPT et derrière il était capable de reconstruire des prompts à peu près cohérents. Avec les paramètres qui vont bien. C'était les prémices des GPTs en fait, des GPTs. Ouais, c'était un peu ça. Les agents ChatGPT, c'était exactement ce qu'on faisait, mais sauf qu'on le faisait avec l'API de OpenAI, quoi. Parce qu'il n'y avait pas directement dessus. Et du coup, quand les agents OpenAI sont sortis, j'ai juste pris le dataset, je l'ai foutu sur un agent. Et voilà, ça faisait la même chose. Nickel. On s'est fait chier à développer tout ça. C'est ça. Et du coup, vu qu'on avait travaillé sur ça avant, on s'était dit, je sais pas, on avait un truc où on avait l'impression qu'on pouvait faire un truc avec de l'IA et la communication. Générer des posts, générer, je sais pas, potentiellement même avec mid-journée des concepts de design, etc. Parce que moi, je l'utilisais beaucoup pour du design web, pour faire des concepts, etc. Et on s'est dit, il y a un truc à faire. Du coup, on a fait, allez, viens, on go. On a rejoint Pépite. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Okay. On a rejoint Pépite au Mans, sauf qu'on s'est pas forcément trouvé dans l'accompagnement qu'ils proposaient, parce qu'en fait ils nous proposaient des choses dont on pensait pas vraiment avoir besoin sur le coup. Peut-être Pépite reciblé pour les gens peut-être qui savent pas ce que c'est. Pépite, du coup, en gros, c'est un organisme qui aide les jeunes entrepreneurs, enfin les étudiants, à devenir de jeunes entrepreneurs. Il me semble que c'est lié à l'université. Donc, il y en a dans plein d'universités. Et en gros, ils te donnent des conseils sur comment créer ta boîte, les papiers juridiques, les concepts de base comme les personas, les BP, etc. Sauf qu'en fait, avec Hugo, c'est pas ça qu'on cherchait. Avec Hugo, on cherchait peut-être un peu plus du réseau, quelqu'un qui potentiellement pouvait nous aider sur ce qu'on faisait déjà, mais on n'avait pas besoin de savoir comment créer la boîte. On savait déjà. Du mentorat un peu actif, quoi, entre guillemets, et pas. C'est ça. Un prod. C'est pas forcément une mauvaise expérience parce que du coup, ça nous a permis de faire quelques trucs sympas. J'ai pu faire par exemple une conférence à l'université sur l'intelligence artificielle. Je suis arrivé devant 200 personnes en tant que petit jeune en alternance qui parle à d'autres jeunes en alternance à l'université, etc. Leur expliquer comment l'IA ça marchait et ce que je faisais avec. Mais c'était ultra intéressant. Et quelques afterwork, etc. Mais sinon, globalement, on a vite arrêté. Et aussi, il y a eu le fait que le projet, au final, nous plaisait de moins en moins. On était moins investis, on avait moins envie de mettre du temps dedans. Et donc, du coup, on a arrêté. On s'est mis d'accord, là. On fera peut-être quelque chose de ça un jour. Et voilà. C'est dans les placards. Voilà, pour l'instant, c'est dans les placards. Et c'est que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur de savoir arrêter un projet. Oui. Parce qu'il y a des moments où tu mets trop d'énergie dans un projet. Ouais. Parfois, il faut savoir aussi dire stop et repartir sur autre chose. C'est ça. Et du coup, après, on est comme la mentalité un petit peu entrepreneur, on aime faire des choses, on aime se lancer dans des projets, et donc du coup on a continué quand même au fur et à mesure. Ça part souvent on se regarde, tiens j'ai une idée, on va faire ça. Ok, on y va. Et après on regarde. Voilà. C'est comme ça que ça démarre. Hein. Et du coup, à un moment, on voit le truc du Startup Weekend passer, et on fait, est-ce qu'on le ferait pas? Puis on avait un gars de la classe qui était organisateur dans le Startup Weekend, et qui lui avait une idée. Moi, j'avais pas forcément d'idée de base à aller pitcher au Startup Weekend, donc j'étais en mode, on verra ce qu'il y a.
Et du coup, c'était l'idée de base, c'était un Tinder de l'immobilier. Tu vois, c'est vraiment, en gros, tu as une application, tu as tes logements, et puis tu swipes à droite si l'annonce t'a plu, tu swipes à gauche si tu t'en fous. Et du coup, il m'explique le truc et tout. Je suis en mode, ok, vas-y, il y a peut-être un truc, ça peut être intéressant. Du coup, je lui dis, vas-y, je vais pitcher pour toi le projet et je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire une petite équipe, etc. Du coup, on arrive au Startup Weekend, on commence la phase de pitch. Déjà, je foire le pitch. C'est intéressant parce qu'en fait, les gens votent pour les projets qu'ils ont aimés. Ouais. Et donc, du coup, les pitchs. Ah oui, forcément. Étonnamment, tu savais pas pitcher. Déjà, j'avais jamais pitché et je m'étais pas entraîné avant. Donc voilà. Ça s'apprend. Et du coup, je suis arrivé là, j'ai pitch bancal. Et pourtant, les gens ont quand même voté pour moi pour mode j'aime le projet. J'étais en ok, moi je plais pas, mais le projet plaît. Et parfois, c'est le principal. Du coup, c'est pas si mal. Mais en fait, le truc, c'est que en gros, on avait chacun 3 pastilles à poser sur les projets. Et c'est juste, en vrai, tu mettais sur le projet que t'aimais, mais c'était pas forcément je veux rejoindre le projet. C'était j'aime le projet. Du coup, on a quand même eu une petite galère pour réussir à trouver des gens qui étaient intéressés par. Parce qu'il fallait 3 minimum. Quoi. Il fallait être une équipe de 3. C'était 2, donc il manquait de personne. Et juste avant les pitchs, on avait croisé un gars qui parlait de crypto, qui parlait d'entrepreneuriat, qui je sais pas, il parlait d'IA aussi. Mais il parlait d'IA, mais il avait je sais pas dans le côté bullshit, tu vois, c'était ouais, parce que là ça peut vite tourner au bullshit. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça tu mets tout ça dans le même panier. Il nous en parlait mais plus intéressé, passionné, tu vois. OK, c'est stylé et puis il s'intéresse aussi à nous en mode qu'est-ce que vous faites et tout. Il y a eu un feeling en gros. Voilà. Il y a eu un petit feeling. Du coup, on commence le Startup Weekend et il vient nous voir. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour gérer le projet ? J'étais en mode, oui, les 2 techos. Bien sûr. Bien sûr qu'on a besoin de quelqu'un pour gérer le projet. Et bah putain, meilleure idée. Il allait voir d'autres équipes et il a fait, bon les gars, je viens avec vous parce que vous avez été les seuls à me dire clairement que vous avez besoin de moi. Tous les autres, ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Du coup, j'étais en mode, bon, ok. Déjà, c'est bien, on a notre chef de projet, on a 2 techos. Normalement, c'est bon, on peut aller tout droit. Normalement, là, une boîte, elle tourne. Hein. Voilà, c'est ça. On commence le Startup Weekend, 3 heures. Taf 3 heures. Ouais. Et ça se passe ultra bien. On avance bien et tout. Puis au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est un peu essoufflé. Puis, on se pose. Non, mais et on se rend compte d'un truc. Non, c'est qu'il y a un mentor qui vient et qui demande nos noms. Ah oui, c'est ça. Et on se regarde, on fait, mais c'est vrai, on n'a pas échangé nos noms. On savait pas qui était qui. En gros, on a commencé à taffer 3 heures. On savait pas comment on s'appelait, enfin, à part Hugo et moi. On savait pas avec qui on taffait. Et du coup, on a commencé le truc et puis là, bah ouais, on ne s'est pas présenté. Tu sais, attends, tu sais qu'il y a une anecdote de ouf comme ça avec une boîte qui a marché en France en plus. Où les 2 mecs, ils ont bossé genre 6 ans ensemble et ils se sont jamais vus. Ouais, mais là, 6 ans. Et ils se sont vus une seule fois. Une seule fois, ils se sont vus quand ils ont fait une levée de fonds. C'est ouf, tu vois. Mais comme quoi, t'as pas forcément vu. Franchement, ils se sont vus en visio, tu vois. Oui. Mais comme quoi, ouais, c'est une question de feeling en fait. On n'a pas forcément besoin de tout savoir sur la vie de l'autre. Voilà. Hein. Et du coup, le prénom c'est le minimum. Bah là, le prénom, on l'avait pas. Au bout de 3 heures. Ouais. Du coup, on continue tout le projet, Startup Weekend, etc. On le pitch, c'est sympa. En vrai, on avait une petite base. On n'avait pas besoin de réfléchir. Le mec nous fait, toi tu gères ça, toi tu gères ça. Puis, t'es dans un sac à dos. C'est ça être géré. C'est trop bien ça. C'est incroyable. Faire ça, moi. Vraiment, c'est génial. Et du coup, on termine le Startup Weekend et là, la question se pose on continue le projet ou pas ? Parce que c'est souvent ce qui se pose comme question à la fin du Startup Weekend. Et je crois que de tous les projets qui sont sortis du Startup Weekend de cette année, je crois qu'on est le seul qui est encore dessus en train de taffer. Parce qu'il y a eu un début, ils ont continué 2 ou 3 mois et après, ciao. Et puis, il y en a un autre, l'équipe ne fonctionnait pas et donc, du coup, au final, ça s'est arrêté. Le mouvement s'est essoufflé, quoi. Il y avait combien d'équipes ? Un peu moins d'une dizaine. Un peu moins d'une dizaine. Ouais. Okay. Donc voilà. Et donc, du coup, après, on a continué à travailler tous les mercredis. Pour le contexte, le projet s'appelle Dwell. Ok. Et a évolué de plateforme TikTok de l'immobilier à plus une plateforme plus classique, entre guillemets, mais qui est là pour essayer de simplifier tous les trucs casse-couilles de justement la location immobilière. Ok. Parce qu'à la base, en plus, on était justement sur on fait la location et l'achat. Niveau annonce, on s'est dit ça va être compliqué. L'achat IMO, c'est on va faire que les locations, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair.
Et du coup, là, on est plus sur une démarche comme ça. Et après, au fur et à mesure, on évolue aussi vers on veut s'intéresser aux professionnels aussi. Donc, leur proposer des outils pour gérer ça. Parce que ce qui est drôle, c'est que selon les agences immobilières que tu vas voir, il y en a qui te disent non, nous, c'est carré, on fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, zéro problématique. Super. Et tu vas voir l'agence d'à côté. Il n'y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Les outils, on les a, mais on ne les utilise pas parce qu'on ne sait pas comment s'en servir. Donc, du coup, on utilise des Excel, ça marche. Là, tu es en mode bon. Du coup, je dois croire qui. C'est clair. Et du coup, on a aussi continué d'avancer un projet parce qu'on croyait un peu au truc, justement, on voit qu'il y a un problème. On va essayer de faire en sorte de résoudre la problématique qu'il y a, quoi. Et en même temps, il y a aussi un peu l'aspect social. Parce que techniquement, tu aides les gens à accéder à un logement. Donc, bien sûr. Donc, voilà. Je pense qu'on disait la volonté de toujours aider ou d'avoir un impact concret, quelque chose. C'est ça. Hyper important. Et après, du coup, à côté de ça, il y a Pixel, donc avec le podcast, etc. Et des tentatives de freelance du côté d'Hugo. Non. J'ai pas le temps. Il n'a pas le temps. Quand tu es en études et que tu veux gérer une boîte à côté. Ouais, en gros, il a eu des moments où il se disait est-ce que je ferais pas un peu de freelance à côté, mais en fait, au final. J'ai regardé mon emploi du temps, je fais attends, Hugo, c'est pas possible. Je suis au taf, tu fais du 6h-22h, t'as pas le temps. C'est ça. Il y a un temps pour tout dans la vie. Voilà. C'est ça. Et du coup, plus tard. Moi, par contre, j'ai un peu plus taré. Moi, du coup, j'ai ouvert la micro à côté et je fais du freelance dans le dev en plus de. Tout ça. Ça fait voilà. Ça fait plein d'expériences. C'est chouette. Donc là, tu as le résumé entrepreneurial, globalement. Ok, très cool. Non, c'est hyper intéressant. Tu vois. C'est hyper cool. Et votre vision, les visions des entrepreneurs aujourd'hui, on va voir si ça colle avec ce qu'on est nous, ce qu'on partage. La vision aujourd'hui des entrepreneurs que vous avez, elle est comment? C'est quoi pour vous un entrepreneur? En fait, pour moi, justement, un entrepreneur, c'est justement t'as les deux types, quoi. C'est vraiment t'as l'entrepreneur qui va full égoïste entre guillemets. Ouais. Il veut faire de l'argent, il veut monter ses projets, il veut être son propre patron. C'est pas plus mal parce que il est égocentré en fait. Il est égocentré et c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, pas du tout. Parce que ça marche déjà. Ouais, c'est normal. Il y a des gens qui en ont besoin, ou alors en tout cas c'est qu'il y a une demande. Donc, du coup, c'est que bon. Ouais, bien sûr. Et tu as celui qui monte un projet parce qu'il a eu un problème dans sa vie ou il s'est confronté à quelque chose et qu'il a une idée de comment le régler et qui monte un truc. En gros, ça se limite pas pour moi forcément à t'as ta boîte et tu fais quelque chose. Parce que pour moi, les gens par exemple qui gèrent des associations, c'est autant des entrepreneurs que des gens qui gèrent des boîtes. Ouais, quelque part, t'as raison, entièrement. Alors que pourtant, c'est pas du tout la même manière de fonctionner entre guillemets. C'est des merdes sans fond. C'est ça. Ouais, quelqu'un qui tape dans une association, je sais pas, on va dire tu tapes pour la SPA, t'as monté un projet de SPA, on va dire, voilà. Il est autant un entrepreneur que quelqu'un qui veut monter sa boîte parce que le nombre de problématiques qu'il a à résoudre, le nombre de personnes qu'il peut aider et l'impact qu'il peut avoir sur la vie de. C'est juste l'aspect lucratif ou pas, c'est tout. C'est ça. Il ne faut pas résumer à ça, en fait. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui pensent entrepreneur, aspect lucratif. Alors c'est ça. Un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui fait entre guillemets de l'argent. Ouais, c'est quelqu'un qui entreprend quelque chose, en fait. Voilà. C'est ça, le base de la base. C'est pour ça que pour moi, on peut mettre beaucoup de choses dans l'entrepreneur et que du coup, il y a plein de visions différentes de l'entrepreneur. Ça, c'est clair. Donc, on est un paquet et tous autant qu'ils sont, ils ont tous une valeur ajoutée, ils ont tous quelque chose à apporter, une vision. Pas la même chose. Pour en côtoyer quotidiennement, que ce soit des clients ou quoi, c'est clair. Tout le monde t'apporte quelque chose en fait. C'est ça. C'est la force de ça, c'est la force des réseaux aussi. Tu vois, tu vois les réseaux comme entreprendre, comme ça. Beaucoup de gens, c'est une question qu'on m'a posée hier, tu vois. Toi, pourquoi ça t'intéresse de rejoindre un réseau? Moi, ça m'intéresse pas de rejoindre un réseau pour faire du business. Attention. Ça peut être intéressant. Évidemment, c'est un objectif. Mais c'est pas l'objectif. Pour moi, c'est secondaire. La première option, pour moi, quand tu rejoins un réseau, c'est de connecter avec des gens avec qui tu vas partager des trucs, que tu vas pouvoir échanger, discuter sur des thématiques potentiellement communes, des problématiques, et surtout pouvoir créer en fait une émulsion un petit peu de tout ça et de pouvoir ressortir avec plein de choses et d'apprendre des choses constamment. En fait. C'est ça. Le business, après, on en fait tant mieux. Ok, cool. On n'en fait pas, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Je vais pas te juger à ta capacité ou non à me payer une presta ou pas, tu vois. Oui. Puis
Après, justement, pour moi, justement, les réseaux d'entrepreneurs, c'est un truc qui, malheureusement, parfois est peut-être un peu fermé parce que ça dépend certains réseaux. Mais par exemple, je sais qu'il y a pas mal de réseaux d'entrepreneurs où, par exemple, il faut payer à l'année, je crois, quelque chose pour le ticket d'entrée. La plupart, c'est payant. Et je trouve qu'il est ultra dommage parce que potentiellement, ça pourrait aider tellement de gens. Mais du coup, les gens qui arrivent à franchir le pas, de se dire, allez, c'est un investissement, pour le coup, c'est vraiment le cas, quoi. Je sais que j'ai des retours de gars, justement, parce que mon entreprise en a un, c'est au village BSCA, un incubateur de start-up. Et j'en ai quelques-uns, justement, qui sont dans des réseaux d'entrepreneurs, etc. Et en fait, il y a de tout. Il y a des entrepreneurs qui font des millions, et il y a le petit gars avec sa micro qui fait son petit chiffre d'affaires et qui essaie de step up, quoi. Bien sûr. Et c'est là où tu peux te confronter à genre toutes les visions et genre apprendre énormément, quoi. Ouais, c'est clair. Il commence à y avoir des réseaux qui sont gratuits, nous, sur Angers en tout cas. Free Connect, là, qui est pas mal. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gros réseaux comme Entreprendre, un truc comme ça, où il faut payer. C'est un bon billet, quoi. C'est ça le truc. C'est entre 500 et t'as des réseaux après qui montent à hyper cher. Mais c'est vrai que tu l'as bien dit, c'est un investissement. Faut le prendre en considération. Après, je comprends que tout le monde l'a pas. Au début, cet investissement-là, et c'est compliqué. Déjà, quand tu es en micro, de te dire, vas-y, est-ce que je sors 1500 balles pour rejoindre un réseau ? Tu as intérêt à te dire, derrière, est-ce que j'ai un retour sur investissement ? Ça va être rentable, quoi. C'est clair. Ou alors j'ai de la trésor et c'est cool, mais c'est ça. Mais ce qui n'est pas le cas c'est pas le cas souvent, quoi. C'est clair. Et ça mériterait, tu vois, de pouvoir s'ouvrir à ces gens-là. Et à la fois, c'est compliqué parce que faut que tu arrives à avoir suffisamment de monde, mais pouvoir faire des events, donc ça coûte cher, donc machin. Je pense que voilà, faut trouver de la bonne renta, mais ça mériterait d'avoir un peu plus de réseaux ouverts en France, tu vois. En fait, il y a toujours les after-work, les choses comme ça. C'est des entrées, mais c'est pas entrées, vraiment. Mais c'est jamais forcément poussé, quoi. Ouais, voilà, c'est plus simple. Tu peux pas arriver aussi loin que avec un after-work. Tu peux pas aller aussi loin que intégrer un réseau comme ça. Où là tu pourrais ressortir avec plein de choses. Souvent un after work, nous on l'a bien vu quand on a fait certains, tu rencontres 2-3 personnes et après ça tourne très vite, ça peut tourner très vite au petit verre avec des gens. Alors oui, tu ressors, tu rencontres des gens avec qui tu as peut-être content, tu t'amuses, niveau business. Et voilà, est-ce que tu as appris beaucoup de choses? Pas forcément. En fait, l'avantage du réseau, c'est qu'il y a un côté récurrent qu'il n'y a pas avec l'afterwork. Alors il y a des afterwork récurrents évidemment, mais le réseau, tu le vois souvent dans le même cadre. Etc. Il y a tout un système derrière qui permet de revoir des gens et de pouvoir rééchanger réellement avec eux. Tu vois. Pour ce qui est de la récurrence, justement, ça aussi c'est ultra important parce que nous, par exemple, avec Dwell, tous les mercredis, on se fixe un truc, c'est le projet entrepreneurial et on le fait à ce moment-là et après on avance. Et c'est vrai qu'avoir quelque chose, je pense que quand tu es entrepreneur, avoir quelque chose qui, entre guillemets, te pousse, mais c'est pas toi qui te pousse, c'est les autres, ça t'aide justement à te développer, à essayer d'aller plus loin dans ce que tu fais, quoi, de pas lâcher le truc, de se dire bon, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je fais ? Là potentiellement tu as un oui qui vient plus vite parce que tu as des gens qui travaillent avec toi, tu vois l'avancement chaque semaine, tu vois, c'est un peu plus c'est compliqué aujourd'hui de pas avoir le syndrome de l'imposteur déjà. Ça, on a parlé au précédent podcast. On va reparler aujourd'hui, c'est pas grave. Alors, on va faire court. De toute façon, c'est un sujet qui concerne les entrepreneurs, les freelances. Ça concerne tout le monde, le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de gens qui se sentent là-dedans. Et la deuxième chose, c'est... alors, je sais que ça devait être un sujet qui a été remplacé, mais c'est pas grave, on va en parler rapidement. Le télétravail. Le télétravail, moi, je peux en parler. J'ai fait 6 ans et demi de télétravail. J'ai jamais travaillé dans une boîte qui avait des bureaux. Ah ouais, ça c'est génial. De chez moi un bureau. Moi c'était une pièce. Le télétravail, je le connais bien. J'ai bossé avec plus de 40 personnes en télétravail. J'ai managé des gens en télétravail. Donc je connais bien à la fois ses avantages et ses gros inconvénients. Oui. Et pourquoi une raison bête pourquoi j'ai ça, c'est que les raisons pourquoi on a pris des bureaux à partir de là, c'est que depuis qu'on a créé la boîte, on n'avait pas de bureau. On sortait de temps en temps. On a une domiciliation où on pouvait se voir de temps en temps. Mais là, la capacité que tu as à sortir de chez toi, aller au bureau, bosser dans un environnement, alors même qui peut être très calme, parce que parfois il se passe rien, et c'est hyper silencieux, mais d'être dans une espèce de dynamique de travail, de tout le monde bosse sur son projet, et à un moment on déconnecte, on boit un café, machin, ou tu échanges avec des gens, rien que ça,
ça joue énormément sur la motivation entrepreneuriale. C'est pour ça que moi, je suis en salariat, mais j'aime pas. J'ai fait un peu de télétravail, mais j'aime pas la vision du télétravail, de bosser. J'arrive pas à bosser chez moi déjà. Donc. Ouais, c'est ça. Il y en a qui arrivent, il y en a qui aiment bien ça. Moi, ça a été le cas pendant des années. Je trouvais que ça c'était pratique. Tu as une flexibilité, etc. C'est vrai que par contre, sur le lien social, si tu sors pas, etc., faut avoir l'esprit de ça, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Parce que moi, j'arrive à travailler en télétravail. De toute façon, pour l'émission freelance, je suis obligé dans tous les cas. Mais même pour le taf, etc., je fais un peu de télétravail de temps en temps. Et c'est vrai qu'il y a des journées où c'est très dur, mais c'est vrai que quand tu as ce truc-là tu te lèves, tu peux aller direct commencer à travailler, il n'y a personne qui t'attend ou je sais pas quoi, tu peux commencer à faire ton taf. C'est un luxe entre guillemets, quoi. Ouais, clairement. Après, je pense que c'est un luxe pendant longtemps, tu vois. On a expérimenté. Ouais. On s'est rendu compte que ça nous arrangeait au début parce que du coup, on déboursait pas beaucoup de sous pour avoir un emplacement, mais à un moment, on s'est posé à notre mensuel au centre-ville d'Angers. Puis en fait, à chaque fois, le constat, c'est le même. On se voit, on se pose pendant 7 heures. Et c'est les 7 heures les plus productives qu'on ait jamais pondues, tu vois. Du mois, hein, les 7 heures les plus productives du mois. C'est ça. C'est d'affilée. T'es là, tu te dis... c'est comme quand on s'est vu pour monter le plan pour Optimus. Un repas, un café et 2 heures, c'était réglé, c'était plié. Voilà. On avait le nom, le scope, les offres. Alors, c'est pas la même dynamique que tu as quand tu es en présentiel. Ah non, c'est clairement différent. Et surtout quand tu as... après, évidemment, quand tu es freelance, que tu es tout seul, etc. D'autant plus... Alors, ça dépend en fait. D'autant plus, j'ai envie de te dire, quand tu es freelance, sors. Ça te permettra d'ouvrir ta vision, d'échanger avec des gens, pour potentiellement trouver des missions. Et quand tu es associé et que tu es dans une boîte, prends des bureaux. Voyez-vous, nous, c'est essentiel. On s'est vu, nous, on se voit en physique une fois par mois, parce que c'était, on avait dans notre contrat, on a un truc comme ça avec là où on est en domiciliation. Mais c'est vrai que là, depuis qu'on a des bureaux, on est depuis la semaine dernière. L'explosion. L'explosion. Moi, je suis bien plus productif. C'est clair. Mais la motivation aussi, même si la motivation, elle est vite éphémère. Faut jamais trop compter dessus, mais ça fait du bien de se sentir motivé, de bosser, de se donner à fond, de rentrer chez soi et de dire ok, je suis sorti de chez moi aujourd'hui. Puis surtout de voir le partenaire avec qui tu es pour te challenger. Parce que quand tu es en freelance, oui, tu vas t'auto-challenger parce que tu dis ok, ça c'est mon objectif. Et après, forcément, on sait qu'on a une perte de concentration qui peut très vite s'estomper. Là, tu es avec quelqu'un qui est branché sur la même fréquence que toi, branché sur le même projet. Tu as un petit moment où tu vois la même vision. Il y a un moment où tu commences à flancher, t'as ton partenaire qui est là en support. Il est en train de travailler, quoi. Il est en backup, tu es là, hop, petit coup de boost et c'est reparti, quoi. Ouais, clairement. Non, c'est hyper important, surtout de s'associer. Moi, pour avoir principalement fait du business seul, auparavant, on va dire de manière très sérieuse, concrète, s'associer quand on est des profils où on est un peu touche à tout, etc. C'est hyper intéressant. Ça permet de cadrer. Ça permet de cadrer, ça permet. Tu sais, moi, j'ai toujours entendu dire, il y a 2 types d'entrepreneurs, il y a les et et les mais. Le et, c'est vraiment le mec qui est toujours en mode mais on pourrait faire ça et ça et ça, et qui du coup voit beaucoup trop loin, et qui du coup finalement le plan A il est arrivé au plan Y, et en fait entre temps il s'est rien passé. Et à l'inverse t'as les mais, tu vois, les mecs qui sont les mecs qui sont toujours à retarder le truc en disant mais il y a ça, mais oui, ça on peut pas le sortir. Et ça on peut pas le sortir. Sors-le. Et il y a des gens qui sont les deux. Et je pense qu'on a toujours une nuance, évidemment. On est parfait, on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. Mais d'avoir en fait d'être 2 ou même plusieurs associés, en tout cas d'être 2 pour l'expérience qu'on connaît, ça permet d'avoir un et un mais qui est bien contrebalancé. Et même si Pierre-François et moi, parfois on est des et, parfois aussi on est des mais, tu vois, l'un pour l'autre. C'est hyper intéressant. Oui, il y a ça aussi chez nous. Chez nous, on a beaucoup ça pour Duel. Parfois c'est Hugo et moi, on est en mode putain, faut qu'on fasse ça et tout. On va faire ça. Et t'as Adrien, Julien, ils sont en mode les gars, non, le projet. Donc, on a fait un. Ouais. Après, faut faire attention. Tu vois, on parlait d'Optimus, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on s'est vu une journée de novembre ou d'octobre. Alors, j'ai plus la date en tête. Bref. Et c'était la première fois qu'on se voyait vraiment en disant on va faire un truc ensemble. On s'est enfermé dans un bureau, dans un coworking pendant 7 heures. Alors qu'à la base, on avait payé pour une demi-journée. On fait une demi-journée et on discute un peu business, voir ce qu'on peut faire. Voilà. La demi-journée est passée comme genre 10 minutes. C'est ça. Tu vois, bref. Et
Et on se dit, OK, on prend l'autre demi-journée. Et à la fin de la journée, on avait un business plan, des offres, le nom de la boîte. Ouais. Un logo. C'était très rapide. Voilà, on avait tout build parce que les cerveaux étaient en connexion. Alors, il s'est avéré, là, aujourd'hui, qu'entre le projet initial et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup. Mais Ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est Ce qui est normal parce que ce serait presque bizarre de construire une boîte en 7 heures. Ouais. Qu'est-ce que ça serait facile? Mais à la fois, j'ai envie de vous dire, on a gardé le nom. C'est déjà ça. C'est déjà ça. La vision commune, quand même, elle est là. Elle est toujours là. C'est juste qu'on avait à la base 4 offres de digitalisation, entre guillemets, et qu'on a recentré sur l'intelligence artificielle parce qu'en fait, le besoin était là. Ouais. Donc voilà, on a recentré là-dessus. Et puis voilà. Et puis après, on a fait juste un petit rebranding la semaine dernière. Ouais. Parce qu'on disait que le logo était sympa, mais on se dit il y a quand même moyen de faire quelque chose de mieux et de plus simple. Et voilà. Et du coup, l'aventure, elle continue, quoi. Vous avez l'air de bien être parti sur Optimus. Pour son vrai, on peut continuer sur ça. De toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, le sujet entrepreneuriat et le sujet Optimus, ils vont être assez liés. Il est étroitement lié, c'est clair. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est Optimus et présentez votre boîte. Voilà, c'est ça. Nous, on doit aussi. On va pitcher. Ce qui est marrant, c'est que je suis un très mauvais pitcher. Ok. Tu veux faire l'exercice si tu es très mauvais pitcher? Je peux rattraper si tu veux. Ou sinon, non, vas-y. Il sera là en bout de sauvetage, c'est pas grave. Je commence, tu fais un pitch et on fait le deuxième. Moi, je fais l'autre pitch. Et on voit si. Normalement, il y a une vision commune. Normalement. Sinon, il faut refaire cette gamme. Là, et c'est en live. Et il y aura pas de clap de fin. Il vient de mettre une pression là. C'est ça. Là, j'ai la pression. Non, en fait, il y en a pas. En fait, pour faire simple, Optimus, elle est née d'une vision que on est à une période où l'intelligence artificielle explose. En fait, l'autre événement qu'on pourrait calquer dessus, qui est un peu moins, qui est un petit peu récent, mais qui a un peu connu le même essor, c'est l'arrivée d'Internet. Je compare à ça à chaque fois. C'est le meilleur comparatif qu'on peut faire. Et donc, tu as de l'intelligence, de l'IA partout, à toutes les sauces, avec plein de discours dessus derrière. Sauf que personne ne s'y retrouve, entre autres. Et nous, en fait, avec Mathieu, quand on s'est posé sur le sujet de l'intelligence artificielle, on s'était dit qu'il y a de grandes choses à faire avec, que ce soit pour tout type d'entreprise. Ça peut aller de la micro à la petite TPE, petite société ou plus grand groupe. Mais au-delà de tout ça, c'est-à-dire que nous, on a vraiment envie de mettre l'humain au centre de tout ça. En fait, il y a beaucoup de gens, comme quand l'automatisation est arrivée en usine, par exemple. Moi, je parle de ça parce que dans mes expériences pro, j'ai bossé dans l'industrie et j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu peur d'être remplacés par des machines. Parce qu'il y avait des rendements. Ces histoires-là, ils se sont dit, ouais, mais attends, si on met un bras articulé là, qui va te sortir 30 pièces de plus à la minute que moi, oui, c'est sûr que j'ai peur pour mon poste. Et en fait, voilà, c'est que avec l'IA qui arrive, les gens ont peur d'être remplacés parce que tu as l'inconscient collectif qui a construit une image tout ça avec les films et compagnie. Et nous, on est là, on est arrivé. C'est même encore plus fort qu'avant, c'est-à-dire qu'à l'automatisation de l'industrie, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Ouais. Donc maintenant, là, tu as l'arrière-boom de l'IA, tout le monde est en mode putain, ça va remplacer tous les métiers, et avec les réseaux sociaux, tu as une amplification de tout ça. Et nous, on se positionne en fait là-dessus en se disant que, en fait, non, l'IA, elle n'est pas là pour remplacer des gens, elle est là pour aider, en fait, finalement. Et en fait, nous, on est parti de cette idée-là. Et on a construit, en fait, la plupart de nos solutions, en fait, on les construit autour de cette idée-là. C'est de pouvoir apporter de l'aide, un support, une augmentation, en fait, dans les capacités pour permettre aux gens de pouvoir se focaliser sur les vraies tâches à valeur ajoutée et non pas sur les tâches chronophages qui nous polluent, on va dire, je sais pas combien de pourcents de notre temps dans une journée, mais voilà, c'est... Je crois que j'ai pitché mon truc à la façon. C'est un bon pitch. Moi, j'aime bien. Voilà. Je dois compléter quelques petites phrases. De quelques phrases. C'est nous déjà, on s'est dit quand on allait intégrer l'IA, que c'était pas juste un outil, que c'était un moyen de revoir carrément les stratégies des entreprises, de revoir le système de fonctionnement de ta boîte. Parce qu'aujourd'hui, ça apporte tellement de choses novatrices, tellement de changements, tellement de capacités d'analyse qui sont tellement plus rapides, etc. Il faut se positionner là-dessus en disant j'intègre l'IA dans ma boîte, c'est pas j'intègre Canva ou j'intègre un SRM. C'est une manière de repenser la boîte, c'est une manière de repenser potentiellement ton modèle économique, parfois, pourquoi pas. Pas forcément, mais en tout cas. Voilà.
Et en tout cas, nous, on se positionne, Optimus AI aujourd'hui, en tant que partenaire stratégique sur l'IA, dans l'intégration, avec une valeur humaine, clairement, ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous, on met l'IA, l'humain au cœur de l'IA, et pas l'inverse. Nous, on veut que, effectivement, il y a un mot que tu as très bien dit, nous, on veut augmenter. L'objectif, c'est d'augmenter un petit peu l'humain avec l'IA pour qu'il en fasse plus, mais de manière plus intelligente. On ne veut pas qu'un mec qui bosse 7 heures, il en bosse 9. Ça ne me sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que le mec qui bossait 7 heures avant, la tâche qui lui prenait 7 heures, il la fasse en 3 heures. Et que ce qui lui prend du temps pour rien aujourd'hui puisse se concentrer sur développer la stratégie de l'entreprise, etc. Mais peu importe à la strate où tu es, que tu sois CEO, que tu sois un salarié ou que tu aies une tâche administrative et quoi, tu as une valeur ajoutée. Et l'objectif, c'est que l'IA peut te permettre de gagner en valeur ajoutée, en tout cas sur cette partie-là, et de remplacer tous les trucs inutiles et qu'on voit dans les process. Tu vois. Donc c'est un peu à partir de là, et c'était l'idée de dire d'aller un peu à contre-courant de tout le monde. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce que dans la communication qu'on a, notamment sur LinkedIn, on est un peu à contre-courant de ça. C'est-à-dire que nous, on balance pas. Alors, c'est très bien qu'il y en a qui le fassent. Maintenant, il y en a trop. Aujourd'hui, des communications sur LinkedIn, là, tout va, des mecs qui te balancent les 50 meilleurs outils d'IA générative. Les 50 meilleurs prompts. C'était l'époque où il y a les prompts, les 50 meilleurs prompts. Voilà, c'est ça, ou l'époque où il y a les prompts, tu vois. Et nous, on fait pas ça. Pas parce qu'on n'a pas envie pas parce qu'on peut pas le faire. On pourrait très bien le faire. On l'a fait au début. Mais c'est pas avec ça qu'on s'est démarqué. On s'est démarqué en disant, voilà, nous, l'IA, c'est plus qu'un outil. C'est une nouvelle vision. C'est une façon de repenser ton business. Parce qu'en plus, souvent... ce qu'on voit même dans les entreprises qui sont OK avec l'IA, ils l'acceptent, ils veulent l'intégrer dans leur process, en fait, c'est que justement, ils le poussent, ils le poussent à des trucs très basiques, et en fait, au final, ça change pas tant leur business que ça. Ça leur fait gagner un petit peu de temps, mais... Sans plus. Mais en fait, ils ont pas pensé à tout ce que ça pouvait leur apporter au global. Ils ont juste, je sais pas, ils ont automatisé un Google Sheet, un truc comme ça. C'est un début, c'est déjà ultra bien de s'y intéresser comme ça. Bien sûr. Mais le step d'après, c'est pas de rester sur ces bases-là, c'est de pousser un peu plus. Comment ça peut vraiment changer ma boîte, quoi. C'est plus ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à toucher à l'IA sans trop savoir comment s'y prendre. Et en fait, tu as un mouvement de... Il y a des gens qui ont dit attends, je vais le tester pour essayer de démystifier un petit peu le truc, de mettre la main dans le cambouis, quoi. Et n'ayant pas réussi à pousser le truc plus loin que ce qu'ils avaient imaginé, ils se sont dit en fait, c'est pas ouf. Alors qu'en fait, il y a des choses. Enfin, si tu es bien accompagné, qu'on t'explique bien comment t'y prendre, tu as moyen de débloquer des choses, en fait. J'ai testé ChatGPT, le potentiel est énorme. Et là, je suis là juste en train de jouer avec du texte, mais il y a moyen de faire des trucs de fou. Clairement. Ouais. C'est aujourd'hui la plus grosse problématique chez nous. Enfin, problématique. C'est. Tu vois, encore ce matin, je discutais avec un gars et on parlait d'intelligence artificielle. Tu vois, et il disait j'arrive pas à comprendre la valeur ajoutée que vous pouvez apporter, vous, en tant qu'Optimus. Parce que c'est quoi la différence entre ChatGPT et vous, tu vois. Alors nous, peut-être que les gens n'ont peut-être pas compris ce qu'on fait, en fait, mais on a pitché des trucs parfois et les gens se disent mais en fait, vous faites quoi concrètement ? Concrètement, ce qu'on fait, c'est de l'IA sur mesure. On prend des solutions comme OpenAI, comme Mistral, et on build un projet, un outil, on va dire, 100% sur mesure, adapté à un besoin, à une boîte. On n'a pas aujourd'hui un seul outil qui est dupliqué sur 15 boîtes. C'est un outil, une boîte. C'est la personnalisation complète. C'est 100% de personnalisation. C'est quand il y aura justement les agents IA, les techniques, le concept d'agent IA, ça existe déjà. Mais quand il va tendre à se développer encore plus, il va y avoir des petits modèles qui peuvent faire des tâches qui sont ultra spécifiques. Exactement. Là, ça va permettre d'aller encore pousser le truc encore plus loin, parce que là, c'est vrai que c'est rigolo. On a ChatGPT, c'est un modèle ultra large, il sait faire plein de trucs, il sait analyser plein de choses. Dans un cas concret, ChatGPT, dans sa version comme ça, c'est pas ça qui va changer ta boîte. Non, c'est clair. Par contre, des agents qui potentiellement vont avoir des tâches ultra précises dans ton entreprise pour faire telle ou telle chose, c'est ça qui va justement pousser le truc et là qui va vraiment ajouter une plus-value, quoi. C'est peut-être ça justement que les gens ont un peu de mal à voir. C'est waouh, super. Et maintenant, OpenAI, ils arrivent à générer de la vidéo. Trop bien. C'est ça. Ça change quoi pour ma boîte. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, nous, on fonctionne qu'avec des cas concrets, en fait. On donne des exemples aux gens. Et c'est que comme ça qu'ils comprennent. C'est ça. Quand tu leur dis, quand tu leur dis ce qu'on fait, parfois ils sont en mode ah oui, ok, ça va faire ça. C'est ça. Et quand tu vois les boîtes qu'on a réussi à intéresser, les mecs derrière, ils se disent ah ouais, ok, donc si eux ont été intéressés, des grands comptes, les mecs ils se disent ok, j'ai peut-être un intérêt à m'y mettre, tu vois. C'est ça. Et surtout, ah oui, votre boîte, elle a peut-être aussi un intérêt pour moi. Voilà. C'est le seul truc qu'on arrive à faire.
Ouais. Et dans la vision d'Optimus Global, l'idée c'était ça, c'était de démocratiser l'IA, de la rendre accessible. C'est pour ça qu'on fait des ateliers aussi. Tu vois, on a fait un atelier jeudi dernier. Tout premier de l'année. Ouais, tout premier de l'année, Ouais. entièrement gratuit. Ouais. 10 personnes. On leur a expliqué comment, de A à Z, créer un agent sur Mistral. Tu vois. Ouais. Et les mecs, ils ont mis les mains dedans. Hein. C'est vraiment pas une conférence. Tu vois. C'était pas juste, on s'est posé, on a fait défiler une Une slide. démo et et c'est voilà, ça. quoi. 1h30. C'est vraiment, une conférence. C'est ouais. un atelier, tu mets C'est les Voilà. 1h30. Ok, au bout de, on t'explique rapidement ce que c'est que l'IA générative pour que tu comprennes. Pousser un peu le truc, quoi. C'est ça. Et une demi-heure après, c'est ok, maintenant tu crées ton compte Mistral. Et maintenant, tu vas mettre les mains dedans et tu vas à chacun. Et c'était hyper intéressant parce qu'ils étaient 9, 8, je sais plus. Et il y a eu que des cas d'usage un peu différents. Tu vois. Nous, on avait préparé un truc au cas où les gens avaient besoin ou pour l'idée. Tu vois. Il y en a 3 qui ont pris le truc basique. Ouais, et le reste, ils ont fait des trucs sur mesure. Tu vois, ils sont partis de leur problématique à eux. Et ils ont dit, ah ouais, il y en a une qui a fait sa problématique là sur un truc d'email. Qu'est-ce qu'elle a fait sur ses offres ou je sais plus quoi. Enfin bref. Sur sa offre de Presta, une freelance. Ouais, une freelance qui a dit ça, a fait, ah oui, ok. Je comprends Sympa. vraiment l'intérêt, ça va vraiment m'aider en fait. Tu vois. Ouais. Et là, on s'est dit, ok, Paris il réussit. Tu vois. Donc Optimus, il y a 2 objectifs. Il y a à la fois évidemment l'objectif financier, de pouvoir on va dire, rendre prospère cette entreprise-là avec une vision long terme, très long terme. Et puis à la fois de partager un maximum de valeur, que ce soit gratuite avec des ateliers, des conférences, etc. Parce que c'est que comme ça en fait que les gens vont comprendre l'intérêt de l'IA, etc. Ouais. Et C'est que le seul moyen de les pousser à de toute façon s'y intéresser et à leur montrer ce qu'on peut faire avec. Quoi. Parce que S'y sinon, intéresser de la bonne manière aussi, parce que c'est vrai que, tu vois, quand ChatGPT a débarqué au grand public, beaucoup étaient en mode c'est quoi ce truc, et il y a pas mal de boîtes qui se sont dit, enfin de gens qui se sont dit ça c'est interdit, je veux pas de ça chez moi. Ouais. Et que tu as des personnes qui se sont dit oui, mais moi ça m'aide bien et je vais l'utiliser discrètement. Je crois que c'est le Shadow IT. Ouais, c'est ça, Shadow IT, le phénomène. Et donc nous aussi on est parti de ça, c'était de se dire en fait il y a aussi un enjeu de connaissance, de se dire que on veut permettre aussi aux gens d'être dans les clous finalement, de se dire avec des ateliers comme celui qu'on a fait jeudi, c'est d'amener toutes les connaissances, toutes les notions qu'il faut pour éviter de rentrer en fait dans des contextes un peu épineux finalement, de se dire en fait voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Attention quand même à ce que vous faites, n'allez pas trop loin, parce que voilà, il y a des modèles qui sont gratuits, forcément, ça a un prix gratuit quand même, on va pas se cacher. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc voilà, c'était vraiment aussi de renseigner un petit peu là-dessus aussi, de dire voilà, vous pouvez faire des choses super cool. On teste en mode gratuit avec des contextes qu'on a mis en place, voilà, dans l'idée de se dire mettez ça sur un contexte semi-fictif, rapprochez-vous de ce que vous faites, mais sans mettre trop de choses concrètes. En fait, et de dire ça vous a plu, peut-être que vous pouvez investir un petit peu dedans et vous dire dire je touche, je vois ce que je peux faire, je mets un petit peu de sous et je débloque le full potentiel après qui va derrière. Quoi. En plus aujourd'hui, parce que justement à l'époque où ChatGPT est sorti, il y avait beaucoup de choses. La donnée, elle va où, ça sert pour entraîner le modèle, etc. En fait, au final, aujourd'hui, avec tous les trucs qui existent, en fait, on peut même faire des modèles locaux, on peut faire. Tout à fait. Et c'est là où l'importance du sur-mesure est encore plus haute, c'est que justement là, t'as pas de problématique de data. C'est ton modèle, il est hébergé chez toi et il travaille que sur ta data à toi et il n'est pas servi pour entraîner le plus gros modèle qui est là-haut, quoi. C'est chez toi. Et c'est ça aussi peut-être que certaines boîtes devraient peut-être comprendre dans celles qui interdisent d'utiliser l'IA, c'est que en fait s'ils l'interdisent parce qu'ils veulent pas mettre les fonds nécessaires pour débloquer le truc, alors que potentiellement ça pourrait augmenter la productivité de tellement de leurs salariés que ça devient limite idiot de pas le faire, quoi. Et c'est surtout que c'est encore pire parce que le Shadow IT, le gros problème, c'est que du coup vu que les boîtes les interdisent, en fait c'est les salariés eux-mêmes, les gens en individuel qui prennent le truc et qui utilisent ChatGPT en gratuite et qui, sans savoir et n'ayant pas été sensibilisés, injectent j'en sais rien, des documents parfois confidentiels dans ChatGPT. Ouais, c'est clair. Alors, les données, ton voisin va pas le récupérer, mais ça entraîne un modèle qui un jour va se baser sur ce truc-là et qui peut ressortir des choses. Et c'est hyper dangereux pour les boîtes. Et les boîtes qui font ça, qui interdisent ces outils-là, elles se mettent plus en danger qu'en se disant, OK, on va faire une formation de sensibilisation sur l'IA pour bien l'utiliser. On ne demande pas, nous, à toutes les boîtes de se dire, faites un modèle ultra personnalisé sur votre boîte, sur un machin, sur un besoin. Si tu n'as pas forcément de besoin, aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir un besoin. Oui. Par contre, fais une formation, explique aux personnes comment ça fonctionne, etc. Et tu vois, on ne peut pas utiliser la version gratuite. Ouais, par exemple, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et là, on est dans le cadre parce que y a l'IA Act qui va rentrer en jeu, là, qui rentre en jeu au 1er février. Nous, on a travaillé sur notre mise en conformité. Ouais. Dans la mise en conformité, tu as une formation obligatoire.
d'expliquer les tenants et aboutissants, la fonctionnalité, etc. De démystifier vraiment cette IA, de se dire je file de la donnée à un géant américain ou un géant français et je sais pas ce qu'ils en font, tu vois. Et donc ça, c'est hyper important. Et l'intérêt, alors un peu de pub entre guillemets, mais l'intérêt de passer, tu l'as bien dit, de passer par des gens comme nous, par Optimus en tout cas. Après, les autres, j'en sais rien, mais par nous, en tout cas, c'est que ta data, elle va pas n'importe où. Elle est stockée dans les bonnes conditions. Nous, on a des partenariats avec Ionos, par exemple, tu vois, avec des serveurs en France, stockés en France, avec des réplications françaises. Et c'est hyper important. Tu vois, aujourd'hui, dans le cadre de la RGPD, t'as l'impression que les gens, la RGPD, ils l'ont oublié. Quoi. Parce que l'IA existe, ça y est, c'est parti. Quoi. C'était important à un moment, on demandait de fermer ton ordinateur quand tu partais, ouais, etc. Ça, mais maintenant, ça envoie des fichiers anonymes, enfin pas anonymes, ça envoie des trucs confidentiels sur ChatGPT, tu vois, waouh, on en est là. Donc ouais, c'est important et nous, c'est pour ça qu'on se positionne comme un partenaire, parce qu'on va plus loin que juste de dire, voilà, ouvre ton compte ChatGPT au Mistral et fais ça, quoi. Tu vois, mais elle est là, l'idée en tout cas d'Optimus, vision long terme, c'est ça. Okay. Très bien. Parfait. Je pense qu'on est pas mal là. Donc clôture là. On est sur. À part si vous avez un dernier mot à dire. De toute façon, je vais vous laisser le mot de la fin, il n'y a pas de souci. Non, peut-être pas le mot de la fin quand même, mais si vous avez, je sais pas, justement, un truc que vous voulez dire, etc., c'est le moment sur Optimus, sur ce que vous voulez. Il y a plein de choses, on a parlé tellement de sujets. Ouais, c'est vrai. Non, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est aujourd'hui, entreprendre, ça n'a jamais été aussi simple. Parce que l'État, avec tous les services de micro, etc., ont mis en place des choses qui sont vraiment faciles et accessibles. Ça faciliter les choses. Ouais. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi avant de lancer une boîte. C'est important de ne pas lancer une boîte en se disant oh bah tiens, tout le monde le fait, je vais le faire. C'est la pire idée à faire. Parce que ça peut vous mettre dans une sacrée situation. Si vous ne savez pas gérer, etc., ça peut être délicat. Ouais, catastrophique, même pas tant financier. Je parle vraiment d'impact psychologique, tout simplement. Par exemple. Donc, voilà, faites juste attention à ça. Et sinon, si vous avez l'occasion et que vous sentez que c'est le moment de vous lancer, bah, allez-y. Vous n'allez pas risquer grand-chose. Testez sans regret, quoi. C'est surtout ça. Exactement. Et développer votre vision. Discuter avec des gens qui sont bienveillants envers vous, qui partagent de la valeur. Et voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'IA, nos profils LinkedIn. Open. Il faut aller voir Optimus, voilà. C'est ça. Exactement. Ok. Bah, toi, c'était super cool de faire cet épisode avec vous, bon, malgré les problèmes techniques. Ça, grave. Voilà. Pas grave. De toute façon, on fait tout pour essayer de débloquer ce qu'il faut pour avoir du matos qui tient de mieux en mieux. Et puis step up en qualité, ne serait-ce que pour les auditeurs, etc. C'était super cool. Et puis j'espère qu'on va refaire des choses peut-être plus tard, dans le podcast ou je sais pas. Mais... Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour l'invite, c'était grave cool. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'échanger avec vous. Et bah de même. Merci à vous d'être venu d'Angers. C'est ça, parce qu'il faut savoir qu'ils se déplacent d'Angers quand même. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une heure et quelques de voiture dans les pattes là. Ils ont encore 1 heure là pour rentrer. Ouais, c'est pas grave. Ça va, on a fait pire. C'est clair. Ils vont pouvoir faire un autre podcast dans la voiture. Tout à fait, ça, c'est l'occasion qui manque pas. C'est ça. C'est clair. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Pixel. Et puis voilà, portez-vous bien. Au revoir.